Bonjour à tous. C'est un coup de tonnerre dans le ciel du barreau au Cameroun. Le bâtonnier Charles Patié-Tchakounté est décédé au Havre en France. Il a été évacué d'urgence pour suivre des soins médicaux. Une vague de tristesse se répand au sein de l'ordre des avocats du Cameroun, défenseur des droits humains et de la démocratie. Il a vécu de loin la décision du gouvernement de traduire des civils devant le tribunal militaire. Selon le journal Kalara, il s'agit des manifestants du MRC accusés de terrorisme, insurrection et hostilité envers la patrie. En agitant la thèse du mouvement insurrectionnel, le pouvoir de Yaoundé veut frapper les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est en tout cas ce que fait savoir le journal L'Avenir. Cet hebdomadaire constate que le domicile de Maurice Kamto est toujours militarisé. Selon le Messager, le président national du MRC est retenu prisonnier à son domicile par une escouade des forces de maintien de l'ordre. Mutation présente à sa une l'enfer du décor en publiant les images de policiers et gendarmes qui forment une ceinture de sécurité autour du domicile du professeur Maurice Kamto. La presse camerounaise s'interroge, est-ce que le Cameroun se dirige vers une dissolution du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Sur l'interdiction de sortie de résidence adressée de façon verbale au professeur Maurice Kamto, s'agit-il d'une mise en résidence surveillée ou d'une séquestration sans procédure légale? Les accusations de terrorisme, insurrection et hostilité envers la patrie traduisent-elles la volonté de préserver l'ordre public ou seraient-ce les signes d'un État totalitaire et réfractaire aux mesures de manifestation pacifique au Cameroun, alors que la situation des droits de l'homme se détériore dans le paysage politique? Le gouvernement déclare à la tribune des Nations Unies que le Cameroun respecte l'état de droit et envisage un retour progressif à la paix dans les régions anglophones après le succès du grand dialogue national. Ces propos du ministre des Relations extérieures représentant le chef de l'État du Cameroun sont des mensonges selon le journal Émergence. Après un 1er octobre sous haute tension, une commémoration de la réunification ignorée par les pouvoirs publics, cette peinture gouvernementale de la crise sociopolitique est-elle conforme à la réalité vécue sur le théâtre de la crise anglophone? Que valent les mesures gouvernementales à quelques heures de la rentrée scolaire post-Covid-19? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Joseph-Claude Biliga. Maître Joseph-Claude, bonjour. Bonjour. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier votre média de l'hommage que vous venez de rendre à notre bâtonnier, le bâtonnier Charles Patié, que j'ai eu l'occasion de connaître et avec qui j'ai travaillé pendant que, lors de l'avant-dernière mandature, j'étais trésorier lors de l'avocat au barreau de Cameroun, il était le représentant du bâtonnier de l'ordre. Et nous avons eu deux chantiers importants que nous avons eu à mener. Le premier, c'était de faire obtenir au barreau le tout premier bien immobilier. On a acheté le terrain. Le bâtonnier a eu, avant que Dieu ne le rappelle à lui, il a eu l'opportunité de pouvoir obtenir pour le compte de notre barreau le titre foncier sur ce terrain que nous avions acheté du temps du bâtonnier Sama de regretter mémoire. La deuxième action que nous avons eu à mener ensemble, c'était celle qui permettait aux enfants, à beaucoup de nos jeunes compatriotes, de pouvoir exercer le métier qu'ils ont choisi, le métier de barreau. Le bâtonnier a réussi à faire passer une bonne partie à organiser un examen, et tous les enfants, tous les confrères qui ont eu cet examen, ils s'est engagé à faire le tour de toutes les cours d'appel pour participer à leur prestation de serment. Donc il a fait le tour du Cameroun pour participer personnellement à la prestation de serment de ces avocats-là. Je pense qu'il a laissé une marque et je pense que le barreau lui en vaudra éternellement. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, sur le plateau de droit de réponse. Et juste en face de vous, c'est maître Moustapha Ngwana, lui aussi avocat au barreau du Cameroun et conseil juridique national du SDF. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est une joie de me retrouver une nouvelle fois sur votre plateau. Mais c'est une joie mêlée de tristesse. Donc à la suite de mon confrère
je voudrais vous remercier pour l'hommage mérité que vous avez porté au premier d'entre nous, monsieur le bâtonnier, qui s'en va alors qu'il est encore en plein exercice de ses fonctions. C'est une perte incommensurable pour le barreau. C'était un avocat chevronné, un plaideur exceptionnel avec ce ton martial avec lequel il savait s'adresser aussi bien lors des assemblées ou dans les juridictions, un peu comme ce général-là qui a conduit ses troupes. Donc c'est une perte incommensurable. C'était également un très bon formateur. C'était un très très bon juriste. Et d'ailleurs, les avocats portent difficilement à la tête de leur organisation des personnes qui n'ont pas au minimum le mérite intellectuel. Donc il s'agit d'une immense perte. Et en plus, dans une période où il n'est pas très facile d'organiser très rapidement une élection. Donc c'est une situation un peu plus complexe. Mais je sais que la famille du barreau à laquelle j'appartiens saura être soudée, saura être unie pour que le bâtonnier puisse être conduit à sa dernière demeure de la manière la plus méritoire possible. Donc je voudrais également profiter de cette antenne pour adresser mes condoléances et ma compassion émue à sa famille nucléaire qui, au-delà du barreau, est également particulièrement frappée. Donc c'est une lourde perte. J'espère qu'ils sauront remonter la pente. Autre panéliste sur le plateau de droit de réponse. Il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Doufélé, je salue tous les copanélistes. Je voudrais également rendre un vibrant hommage avec beaucoup d'émotion à monsieur le bâtonnier Charles Tchakoté-Patié qui vient de tirer sa révérence. Je voudrais dire que cet avocat, ce grand homme, ce grand défenseur des droits de l'homme m'a beaucoup marqué. C'était un homme convaincant et convaincu, déterminé dans la défense des droits de l'homme en général, mais également dans la défense des droits des avocats. Et nous avons eu l'occasion de le voir à l'œuvre plusieurs fois au cours des 2 dernières années, notamment depuis qu'il a été élu à la tête du barreau du Cameroun, dans des circonstances assez difficiles, dans un contexte sociopolitique très difficile, voyez-vous. Parce que c'était en 2018, novembre 2018, nous sommes pratiquement octobre, presque 2 ans après, 2020. Il y a eu beaucoup d'événements dans ce pays et je voudrais dire très rapidement quelques situations dans lesquelles je l'ai senti très peiné, mais déterminé. La première situation dans laquelle je l'ai senti très déterminé, c'est lorsqu'il a conduit la grève des avocats l'année dernière. Lorsqu'il s'est rendu compte, à travers de nombreuses plaintes formulées par les avocats qui descendaient sur le terrain, qui étaient malmenés, violentés par les officiers de police judiciaire, et dont les avocats dont les clients étaient également violentés et dont les droits étaient bafoués. Je l'ai vu conduire une grève des avocats. Les avocats ont procédé même à suspension même, n'est-ce pas, de leur exercice. Ils n'allaient pas au tribunal. Il y a eu des concertations avec le gouvernement. Il y a même eu la mise sur pied d'une commission qui a permis, n'est-ce pas, aux officiels, aux autorités gouvernementales, aux responsables des unités de police et de gendarmerie, ainsi que de lui-même et des autres personnalités pour discuter de la situation, pour améliorer la situation, non seulement des avocats au Cameroun, mais également des justiciables en général. C'est un moment fort qui m'a beaucoup marqué. Le deuxième temps fort qui m'a marqué chez cet homme qui vient de nous quitter, c'est toujours l'année dernière, lorsque je le vois peiné, mais déterminé encore une fois de plus à défendre les avocats chaque fois qu'ils sont en difficulté. Et dans le cas d'espèce, c'était Maître Michel Ndoki, qui avait été arrêté de manière arbitraire dans les circonstances que tout le monde connaît, embastillé comme d'autres militants du parti politique auquel elle appartient, le MRC. J'ai vu le bâtonnier au tribunal militaire défendre un avocat en difficulté. Et dans le cas d'espèce, il défendait personnellement Maître Michel Ndoki. Ça m'a marqué. Et ça m'a rappelé les temps forts du barreau au Cameroun, pendant lesquels on a eu, dans les années de Braise, le bâtonnier Bernard Mouna, de regretter mon mémoire également, qui était également déterminé et avec un conseil de l'ordre également déterminé. Et je salue la présence d'ailleurs de Maître Biliga ici, sur le plateau, qui était conseil de l'ordre à une certaine époque, où le barreau a fait un travail de fond également.
avec M. Kamga notamment, le bâtonnier, je vous ai dit que cela m'a également marqué. Mais le troisième temps fort, parce que je vais aller rapidement, parce qu'il y a eu beaucoup de moments où j'ai vu le bâtonnier Tchakoute Patié à l'œuvre. Le troisième temps fort, c'était un moment gravissime. C'était lors des obsèques de Maître Sylvain Sob, qui était membre du Conseil de l'Ordre, en février, fin février 2020, il y a quelques mois seulement. Le discours qu'il a prononcé était tout simplement mémorable. Parce que j'ai eu l'impression que les propos tenus par le bâtonnier Tchakoute Patié à Baham lors des obsèques de Maître Sylvain Sob, où on a vu une mobilisation forte. Plusieurs centaines, je dis bien plusieurs centaines d'avocats se déplacer, mobilisés pour dire au revoir à leurs confrères, un membre du Conseil de l'Ordre. Parmi les choses qu'il a dites qu'il m'a marqué ce jour-là à Baham, il est revenu deux fois sur une chose. Les circonstances troubles dans lesquelles M. Sylvain Sob est décédé. Il a évoqué plusieurs fois. Il a estimé qu'il souhaite que la vérité, que la lumière soit dite sur les circonstances du décès de M. Sylvain Sob. Ça m'a marqué. Parce que le contexte dans lequel il le disait lui a permis de rappeler que la plainte que l'un des avocats a formulée, a adressée au procureur général après la cour d'appel du centre contre X, il souhaitait, malheureusement il est parti, il souhaitait que la vérité soit dite enfin. Malheureusement il est parti sans que l'on sache véritablement qu'est-ce qui s'est passé. Rendons-lui tout simplement hommage. Je salue avec cette gravité, cette même émotion, l'ensemble des téléspectateurs fidèles de cette émission. Après vous, Edmond Kamga, Pierre-Emmanuel Bignam, qui représente ici le MRC et les forces pour le changement, la démocratie et la paix. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à mes copanélistes. Un bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Et c'est un honneur pour moi de représenter une fois de plus. Je vais beaucoup plus parler des forces du changement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de marche pacifique qui ont été annoncées, qui ont débuté le 22 septembre dernier. Et dans le cadre de cette dynamique, on ne parle plus d'un parti politique. Il s'agit d'une synergie de partis politiques, de mouvements de la société, d'organisations de la société civile et des populations camerounaises qui se sont mises ensemble pour revendiquer la fin de la guerre du Nozo qui a déjà causé des dizaines de milliers de morts et presque déjà 1 million de déplacés. Donc, dans ce cadre-là, je m'indigne, sans toutefois d'abord rendre hommage au bâtonnier Tchakoute, mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à sa famille professionnelle et à toute la nation et ceux qui l'ont connu. Alors, vous voyez la tristesse qui peut m'animer, non seulement pour le décès du bâtonnier, mais la tristesse qui m'anime aujourd'hui est justifiée par le fait que ça fait pratiquement 2 semaines. Je vous en prie, on va 600 personnes on va y aller justement à Pierre-Emmanuel Bignam d'entrée du jeu avec la situation des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ceux ayant participé aux manifestations du 22 septembre 2020. Quelle est la situation actuelle de vos camarades et autres sympathisants qui ont été arrêtés? Déjà, je tiens à saluer la bravoure du collectif des avocats, des forces du changement, qui ont réussi lundi dernier à rencontrer le président élu, son Excellence Maurice Kamto, dans sa résidence où il est séquestré. On ne parlerait pas d'un état de siège sans être notifié. Ils ont quand même réussi à avoir une séance de travail avec la direction générale de la police, la DGSN, à l'issue de laquelle ils se sont dirigés au domicile du président élu. Ils l'ont rencontré, ils ont eu un entretien, un bref entretien de 2 heures du temps avec le président élu, et puis ils ont quitté les lieux. Le président national du MRC et président élu Maurice Kamto est embastillé, il est séquestré, on ne sait même pas s'il parvient encore à avoir de quoi nourrir sa famille.
Nous ne savons pas dans quelle situation il est actuellement, mais de toutes les façons, il se porte bien, il a le moral haut. Alors, nous sommes dans un contexte où il y a eu plus de 600 arrestations à travers le Cameroun. À partir de mercredi dernier, il y a eu des gens qui sont sous mandat de dépôt, qui ont été déportés à la prison de Newbel et d'autres encore à Kondengue. Il y en a qui sont au CER, le cas du porte-parole du président élu, Bibou Nissak, que j'encourage ici, à qui je tire le chapeau pour sa bravoure. Et je lui demande de garder le moral haut, parce que je vais vous dire une chose, il faut que les Camerounais sachent une chose. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'optique de dire libérer Bibou Nissak, libérer professeur Foguet, libérer tel. Non, ne les libérez pas. Ne les libérez pas. Continuez à arrêter les Camerounais. Que le régime du président Paul Biya, à travers sa répression, continue à nous arrêter. Ils vont nous arrêter jusqu'au dernier Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de partis politiques, il s'agit d'une dynamique qui est lancée. Mais il y a quand même des accusations graves qui sont formulées à l'encontre de vos camarades. Il s'agit d'actes de terrorisme, de rébellion et d'hostilité envers la patrie. Certains ont même été traduits devant le tribunal militaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous pensons que le Cameroun a reculé. Le Cameroun a reculé après avoir voté une loi en 1990 sur la liberté d'expression et des associations, et que 30 ans plus tard, on se retrouve dans un contexte où les gens n'arrivent pas à manifester dans la rue, parce que manifester pour dire Paul Biya doit partir, c'est un droit constitutionnel. C'est une façon de dire que nous voulons l'alternance au sommet de l'État dans notre pays. Manifester pour dire que Paul Biya doit partir, c'est une façon de dire que résoudre la guerre du Nozo a dépassé Paul Biya et tout son régime. C'est une façon de dire que mettre un terme aux crises post-électorales en offrant aux Camerounais un code électoral consensuel a dépassé Paul Biya et son régime. C'est une façon de dire que gouverner notre pays par une photo n'est pas une façon de gouverner un pays prospère, un pays qui a le droit d'avoir une justice équitable, un pays dont le pouvoir public ont le devoir de protéger les populations, de leur offrir l'eau potable, de leur offrir les soins gratuits, ne serait-ce que les actes de gratuité tels que la césarienne, dont nos femmes continuent à mourir. C'est un État dont le devoir est d'accorder une éducation ou de promouvoir l'éducation à toutes les populations, même les plus défavorisées. Alors, dire que Paul Biya doit partir, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas se lever, ce n'est pas une insurrection, ce n'est pas se dresser contre les institutions, ce n'est pas un coup d'État, mais c'est une réalité que Paul Biya aujourd'hui est dépassé par la situation, et la seule chose qui lui reste à faire, c'est de partir ou de nous garantir les conditions d'une alternance qui vont permettre à ce que le Cameroun soit prospère dans l'avenir. Donc c'est un droit constitutionnel. Il n'y a aucun délit à cela. Et je vais vous dire une chose, il faut que les Camerounais le sachent. Les forces du changement ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. On va en parler tout à l'heure, voilà. Pierre-Emmanuel Bignam. Permettez à Maître Joseph-Claude Biliga de réagir sur la situation de ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, traduits devant le tribunal militaire pour actes de terrorisme, d'insurrection et hostilité envers la patrie. Et en plus, il y a le président national du MRC qui, lui, fait l'objet d'une assignation à résidence, dit-il, sans acte légal notifié à l'intéressé. Comment expliquer cette situation? Monsieur Noufélé, vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre, pas plus aveugle que celui qui ne veut rien voir. Moi, quand je suis M. Bignam, je souris en me disant, mon Dieu, on arrive à ce stade-là où on refuse même de voir la vérité en face. Il y a eu cette semaine beaucoup de vidéos qui ont circulé la semaine dernière. Il y a une vidéo qui me parle, faite par Amnesty International en France. Vous l'avez vu, avec les gens blessés, avec les gens interdits où les gens ont parlé. Vous pouvez la remettre même en direct, on verra. Vous avez vu la vidéo du 19 septembre, c'était je crois en Allemagne, où on a vu Ekanga mouillé, versé avec un militant de MRC avec des gaz lacrymogènes. Vous avez vu la Grande-Bretagne avec des gens par terre. C'est pas le Cameroun. C'est pas le Cameroun, ça, dans ces pays-là. Ces pays ont ratifié les déclarations de l'ONU. Nous sommes les pays comme la France où qu'on dit la mère patrie des droits de l'homme, où on a vu un décret, un test, une lettre du ministre
qui dit que dorénavant, ceux qui vont perturber l'ordre public seront déchus de leur nationalité et renvoyés dans leur pays. Ce n'est pas le Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya qui est président de ce pays-là. Pour dire quoi? Pour dire ce que j'ai toujours dit ici. C'est que nous avons ce qu'on appelle les règles édictées par les droits de l'homme, par toutes les conventions qu'on peut citer. La Constitution du Cameroun, elle le dit. Ces règles sont reprises dans plusieurs autres traités ou d'autres textes. La Déclaration africaine de droits de l'homme, je ne sais pas quoi, et des peuples, sud-américaine, islamique, arabe, Union européenne. Je peux vous en citer tous. J'ai toutes ces déclarations qu'on nous a fournies quand on était en formation en droits de l'homme. Aucune n'est identique. Elles prennent les éléments du principe édictés par ces textes-là, mais ça date dans chaque contexte. Le Cameroun, l'Afrique parle par exemple de peuple. Vous ne verrez jamais nulle part une déclaration où la famille est mise en exergue. Mais en Afrique, c'est mis en exergue. Pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on part de là, ces tests disent que les pays doivent pouvoir appliquer ces tests en tenant compte de leur contexte. Par exemple, prenant les lois. Donc prenons le contexte camerounais. Les lois du Cameroun prenons le contexte du Cameroun, le contexte camerounais. Il y a des personnes qui marchent dans les rues de Douala à Yaoundé pour appeler, disent-ils, au départ du chef de l'État. La question est elles sont arrêtées et traduites devant le tribunal militaire c'est pas ça la question. pour acte de terrorisme. Non, la question est-ce que c'est ça la question est celle-ci. Le camerounais d'application de la loi. Est-ce que la question est celle-ci, Cédric? Est-ce que ces personnes ont violé la loi en le faisant? Elles ont violé la loi. Quelle loi, je vous en prie? Vous me laissez parler. Oui, pour qu'on puisse comprendre. Quelle est la loi qui a été violée selon vous? Laissez-moi parler. Je vous en prie, allez-y. La loi interdisant les marches. Il y a une loi qui dit qu'on fait une déclaration. Je tiens à indiquer, en France, c'est une autorisation. Une autorisation. Ceux qui ont voulu marcher la dernière fois, le 19 en France, le 22, le 19 en France, ils ont fait une demande d'autorisation. Ce qui est en contradiction avec ceux qui disent qu'on peut se lever un matin, on se met à marcher. Ils ont fait une demande d'autorisation et on leur a assigné un lieu bien précis, la place de Trocadéro, et on leur a assigné un espace 14h, 18h. C'est pour confirmer ce que j'ai toujours eu à dire. Que c'est pas qu'on ne va pas dire qu'on va se lever un matin, on se met à marcher, même si le MF se dit au pouvoir demain. Si vous marchez le lendemain, ils vont envoyer la police pour l'empêcher. Il ne faut pas qu'on donne l'impression aux Camerounais qu'on va inventer le fil à couper de lèvres. Non. C'est la loi qui le dit. Maintenant, lorsque vous décidez, vous avez deux choix. Lorsqu'on vous fait une déclaration et qu'on vous demande de ne pas, que vous attendez, on vous donne le récépissé ou pas, mais que vous devez, que le sous-préfet qui a le droit d'interdire la manifestation dit je l'interdis, vous respectez cela. Si vous ne respectez pas, vous avez le choix. Vous avez le choix de ne pas respecter. C'est votre droit. Monsieur, je l'ai entendu dire qu'il va aller marcher. Je préfère que le lieu même qui marche, qui ne reste pas dans les plateaux pour marcher, qui marche. Maintenant, lorsque vous choisissez de marcher, ce n'est pas moi le procureur de la République. Ce sont les lois de la République. Elles sont de 4 ordres au minimum. Il y a les lois sur le terrorisme. Les infractions sont là. Il y a la loi, même cette loi sur le 90 dont vous avez parlé, qui réprime également. Il y a la loi sur le maintien de l'ordre qui réprime. Il y a le code pénal qui réprime. Prenez ces 4 lois. Je n'ai pas besoin je suis un peu perturbé par le décès de mon bâtonnier, mais je peux vous citer toutes les infractions qui sont là, sont des infractions qui sont prévues par la loi. Maintenant, lorsque vous êtes devant la justice pourra vous déclarer coupable ou non coupable. Ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est de savoir, est-ce que ces personnes ont respecté la loi en allant marcher? Est-ce que, s'ils n'ont pas respecté la loi, ceux qui les ont arrêtés avaient raison ou pas? S'ils ont respecté la loi, ok, pas de problème. Le juge va dire qu'ils ont respecté la loi. On va dire que c'est pas à tort qu'on les a arrêtés. S'ils n'ont pas respecté la loi, ils vont subir la dureté de la loi. Après vous, justement, Maître Joseph Paul Biliga, j'aimerais avoir la réaction de Maître Moustapha Angwana. Qu'est-ce que vous pensez des arguments que brandit le RDPC pour justifier l'arrestation de ces manifestants du 22 septembre dernier? Je veux dire que j'ai le sentiment que lorsqu'on est militant du RDPC, on a son Cameroun dans sa tête, un Cameroun imaginaire, un Cameroun imaginaire coupé complètement de la réalité. On dirait Alice au pays des merveilles. C'est comme le monde imaginaire de Peter Pan. Et le Cameroun fait partie du Conseil des Nations. Les droits de l'homme ont un caractère universel. C'est pourquoi il y a des conventions auxquelles le Cameroun est partie prenante et lesquelles conventions ont même été intégrées au bloc, au préambule de notre constitution,
qui d'après l'article 65 de la Constitution fait partie intégrante de la Constitution. Donc c'est ce que nous appelons notre bloc de constitutionnalité. Sans être exhaustif, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Nous avons le Pacte international sur les droits civils et politiques. Nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui sont des textes qui ont été intégrés dans notre Constitution et qui ont consacré l'expression des libertés. Malheureusement, et je vais le dire, je suis très navré de constater que ces textes en réalité servent de simple cosmétique au régime en place. Il faut que nous puissions avoir le courage de nous le dire. Le Cameroun n'est pas une démocratie. Nous sommes une dictature, ou bien au mieux une démocrature. C'est-à-dire cette dictature-là qui veut se donner l'apparence d'une démocratie en organisant en son sein quelques éléments comme les élections qui n'en sont pas véritablement, en prétendant qu'il y a alternance au pouvoir alors qu'il n'y en a pas, on détient tous les cordons du pouvoir. Vous imaginez, vous avez un parti politique qui décide de mettre en branle une liberté constitutionnelle, une liberté qui est garantie par la Constitution. Elle le fait de manière répétitive et à tous les coups. Elle est empêchée de pouvoir, et ce parti politique, je voulais dire, est empêché de pouvoir jouir de cette liberté-là que la Constitution lui reconnaît. Et à force de refus, elle décide parce que c'est un droit légitime. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine. Ils n'ont même pas besoin d'être proclamés par un texte pour qu'on puisse s'en prévaloir. C'est un peu comme le droit à la vie. On n'a pas besoin qu'il y ait un texte qui dit que vous avez le droit de vivre ou bien vous avez le droit à la santé pour que vous puissiez revendiquer que ce droit vous soit accordé. Lui qui dit avoir fait des études en droit de l'homme, il le sait. Donc, dans un contexte comme celui-là, il se retrouve vraiment obligé de revendiquer, de réclamer ce qui leur est dû, le droit de pouvoir manifester. Le MRC s'est retrouvé il y a quelques jours en train de manifester, mais il faut le dire, les ennemis de la liberté ont pris des mesures préventives. C'est-à-dire qu'avant que les manifestations n'aient lieu, des gouverneurs, des ministres ont fait des sorties, pour dire qu'aucune manifestation n'est autorisée sur l'ensemble, en tout cas sur les circonscriptions dans lesquelles il représente le président de la République. Donc ça dit que de manière préventive, on a empêché aux uns aux autres de pouvoir manifester. Je vous dis, il y a des personnes même qui ont été arrêtées avant le 22. Il y a des personnes que je connais qui ont été arrêtées avant le 22. Dieu la conscience, Aloum a été arrêté le 21. Il a été arrêté le 21 au soir. Parce qu'on était convaincu qu'il fait partie de ces personnes-là qui nécessairement vont marcher parce qu'il n'est pas d'accord de la manière avec laquelle les choses marchent au Cameroun. Donc, nous sommes dans un contexte où les libertés sont complètement muselées. Et ce n'est pas juste une question qui concerne les partis politiques, parce qu'en réalité, le gouvernement ne s'attaque pas seulement à l'opposition, c'est qu'il veut tuer dans les populations camerounaises toute volonté d'affirmation des libertés. Dans quel intérêt, Maître Ouana? Naturellement, l'intérêt, c'est la pérennisation indue au pouvoir. C'est la gabegie à laquelle nous assistons. C'est de pouvoir, c'est pouvoir avoir cette présidence ad vitam aeternam, cette présidence éternelle, qui est également une autre manifestation de la dictature. C'est-à-dire que nous avons des chefs d'État ou bien des souverains qui pensent que tout leur est dû, ils détiennent tous les cordons du pouvoir. Alors, on sait qu'il y a en Afrique de l'Ouest, il y a le mouvement M23, il y a le balai citoyen et consorts, que ces mouvements très souvent ont abouti pour certains à la chute de certains régimes. Et l'exemple du Mali, qui est très récent, parle à notre pouvoir. Alors ils se disent que si on laisse même qu'un soupçon d'expression de liberté soit mis en perspective, les Camerounais vont pouvoir aboutir demain à la chute de ce régime qui en réalité ne tient que par la division et une certaine forme de tribalisme qui ne s'explique pas. Parce que quand vous voyez, j'ai vu un de vos collègues, un de vos confrères avait titré la traque aux faciès. Et jusqu'à aujourd'hui, cela se poursuit. Il y a aujourd'hui un jeune homme qui est un certain Stéphane So,
qui se retrouvent à la surveillance du territoire. J'ai des confrères qui le représentent. Et la surveillance du territoire, il vient au travail le 23, son patron le prend dans sa voiture, l'amène et lui dit qu'il appartiendrait à une région X qui soutient particulièrement le président du MSC et le livre par exemple, à la direction de la surveillance du territoire. Et aujourd'hui, il est embastillé. J'ai des confrères qui le défendent et avec qui j'ai discuté de manière répétitive jusqu'à hier soir. Parce qu'en réalité, on divise pour mieux régner, mais en réalité, on est en train de mettre sur pied une espèce de bombe à retardement qui risque de nous exploser un jour à la face. Mais le gouvernement a brandi les accusations de terrorisme, d'insurrection et d'hostilité envers la patrie pour justifier la traduction de ces manifestants devant le tribunal militaire. Est-ce que la démarche respecte les lois en vigueur au Cameroun? Vous savez, le Cameroun est signataire de la charte africaine sur la démocratie des élections et la gouvernance, qui ne donne pas la possibilité de pouvoir traduire les civils devant un tribunal militaire. Ce texte-là est un texte qui a une valeur supérieure à nos lois nationales. L'article 45 de la Constitution prévoit la supériorité des traités sur les dispositions de droit interne. Et il faut également dire que le pouvoir, ces dernières années, a pris des dispositions légales qui sont complètement liberticides pour pouvoir effectivement se maintenir au pouvoir. Vous savez, il y a eu des lois sur la subversion qui ont été prises dans les années 61 et 62. Et ces textes-là ont en réalité été aujourd'hui remis au goût du jour à travers la loi sur le terrorisme et consorts, parce que c'est quand même exceptionnel. Le Cameroun doit quand même être le seul pays au monde où une personne qui décide de s'exprimer se retrouve en train d'être traduite devant un tribunal militaire comme s'il avait commis un crime exceptionnel. Il faut qu'on le sache et qu'on le dise. Les gens ont la liberté de pouvoir dire ce qu'ils veulent du moment où ils ne nuisent à personne. Et je ne vois pas en quoi les militants du MSC... Ne m'interrompez pas, je vous en prie. Je ne vous interromps plus. Vous allez réagir après. Donnez-moi le titre de permettez qu'il aille jusqu'au bout, vous allez réagir après. Maître Ngouana a d'abord la parole. Vous allez pouvoir réagir, je vous en prie. Maître Biliga, je vous en prie, permettez d'abord à Maître Ngouana de terminer. Je disais par exemple que les gens ont le droit de s'exprimer. Ils ont même le droit de dire les choses qui vous fâchent. Je prends un exemple. J'étais sur un plateau de télévision avec un autre confrère, notre aîné à tous, Maître Pensi, qui se surprenait à me reprocher le fait qu'on dise que le président Kamto est le président élu. J'ai dit que mais, tant qu'il le dit et qu'il n'a posé aucun acte préparatoire, qu'il n'a posé aucun acte, par exemple, il n'a pas signé un décret en tant que président de la République, il n'a pas affecté un ambassadeur, je ne sais pas trop, il n'a pas posé un acte régalien. En quoi est-ce que ça vous gêne? Les gens ont le droit de s'exprimer. Le problème, c'est qu'on vit dans un musulman à telle enseigne que les gens pensent qu'on n'a plus le droit de pouvoir faire valoir ses opinions. Lorsque vous êtes sur un plateau de télévision, quand vous avez fini, on vous demande après que les gens même dans votre famille vous appellent pour dire qu'on va vous tuer. Mais j'ai dit à mon épouse a répondu à quelqu'un que j'ai fait les obsèques de mon mari. Il faut que les gens le sachent. Après vous mettre Biliga sur cette précision concernant les manifestants qui sont traduits devant le tribunal militaire. Précision, de quoi il s'agit concrètement? Comment on en arrive là? Expliquez-nous, je vous en prie. Monsieur, nous sommes là pour aider les Camerounais à comprendre le droit, pas à faire de la politique politicienne. J'ai évoqué 3 cas bien précis. J'ai parlé de la France avec Amnesty International qui a sorti une vidéo qui circule, qui est devenue virale, où on tape les gens, ils sont blessés, où les gens se plaignent, où on met les menottes aux gens. C'est la France. Et c'est sur le Cameroun là-bas, c'est la dictature en France. Tout simplement parce que ces gens ont violé la loi de la France. Par exemple, les gens de Gilets jaunes, on leur disait, vous allez marcher sur ce couloir pendant de telle heure à telle heure. Ceux qui ont dévié, on a envoyé les gaz lacrymogènes, on a envoyé de l'eau, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Ils sont en prison en France. La loi camerounaise dit que si vous marchez, alors qu'on vous a interdit, on peut vous arrêter. Et vous pouvez être poursuivi pour rébellion, pour insurrection, pour c'est écrit noir sur blanc. La loi est là. Elle n'est pas bonne peut-être, mais en attendant qu'on la modifie, on la respecte. Lorsque sur un plateau de télévision, vous voyez quelqu'un qui vous dit « Nous, on va violer la loi ». Vous serez surpris de même qu'on l'arrête, qu'on va dire qu'on a violé la loi. Il vient de vous le dire, mais le gars de MSC vous a dit « Nous, on va continuer à marcher, on va commencer à violer la loi ». Mais il précise que la Constitution permet aux Camerounais de pouvoir... En France, c'est pas du tout. Mais pas du tout. La Constitution dont parle Maître Ngouana, au niveau du préambule, c'est écrit normal. Je l'ai évoqué sur un de vos plateaux. On dit conformément à la loi. C'est écrit noir sur blanc qui dit la Constitution.
Tout ce qui dit droit à la vie, droit au travail, droit à l'expression, conformément à la loi. La question est de savoir qu'est-ce que dit la loi. Pour exercer ton droit au travail, pour exercer ton droit à la vie même, la loi au vote, à l'école, etc., la loi donne des directives. Sinon, vous rentrerez, parce que vous êtes Camerounais, vous devez travailler, vous avez le droit au travail. Vous allez rentrer dans mon bureau, commencer à dire, mais les gars, je suis votre collaborateur aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que la loi a indiqué comment vous devez exercer votre droit, qui est un droit de l'homme. Le droit de l'homme, ce n'est pas seulement le droit à manifester. Chaque fois que vous avez tendance à vouloir écarter le droit de l'homme, comme étant un droit supérieur aux autres, vous vous trompez. Vous vous trompez totalement. Le droit au vote, nous sommes combien de Camerounais? 25 millions de Camerounais. Moins de 10 millions ont le droit au vote. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas aux règles. Il faut avoir au moins 20 ans. Donc, ceux qui ont 18, 19 ans et qui sont même doctorants ne peuvent pas voter, alors que le paysan qui a 21 ans peut voter. C'est ça ce qu'il faut qu'on explique aux Camerounais. Je termine en disant ceci. J'ai entendu parler de la loi sur le terrorisme. Confrères, je vous invite, lisez la loi sur le terrorisme en France. Elle est 10 fois plus sévère que celle du Cameroun. Lisez. Vous savez, j'aime prendre les exemples pour expliquer aux gens Est-ce que les gilets jaunes et les casseurs qui ont été arrêtés en France, est-ce qu'ils ont été traduits pour des raisons de terrorisme en France? Je parle de leur loi. Oui, vous parlez de leur loi. Non, le problème... Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Monsieur, nous faisons reconnus comme fauteurs de troubles. Pourquoi voulez-vous? Est-ce qu'ils ont été traduits? Est-ce que nous avons les mêmes lois? Est-ce que nous avons les mêmes lois? Est-ce que nous avons les mêmes lois? C'est ça la question. Je ne fais que vous dire que chaque pays met... En France, c'est le régime de manifestation, c'est le régime d'autorisation. Au Cameroun, c'est pas l'autorisation. Vous voyez, pourquoi vous ne me dites pas pourquoi en France mettez également là-bas la déclaration? C'est que je voudrais qu'on comprenne et qu'on le dise d'une manière aujourd'hui, pour que demain, on ne vienne pas dire le contraire. Si le MRC va au pouvoir aujourd'hui, et que demain le RDPC dit nous on va marcher aujourd'hui pour aller enlever Kamto, vous aurez les mêmes policiers en route, vous aurez les mêmes gendarmes en route, vous aurez les mêmes militaires en route, parce que c'est leur rôle. Ils ne sont pas pour un parti politique, ils sont pour l'État. Ce qu'on appelle les forces de maintien de l'ordre. Leur rôle, c'est de maintenir de l'ordre. Et la personne qui est en charge du maintien de l'ordre, c'est d'abord le ministre de l'Intérieur. Chez nous, c'est le ministre de l'administration territoriale. Et lorsque vous faites une déclaration, c'est le sous-préfet qui apprécie le trouble à l'ordre public. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. S'il apprécie que cette manifestation peut créer des problèmes, il est en droit. Et si vous n'êtes pas d'accord, la loi dit, vous allez saisir les juridictions. Alors, je vous dis donc, si, tout à l'heure, je reprendrai maintenant à votre question sur le professeur Kamto. Si ceux qui pensent que le professeur Kamto est séquestré, ces avocats ne sont pas tous le voir. Ils vous ont dit l'entretien qu'ils ont eu avec le délégué général de la Sécurité nationale. Il peut sortir de chez lui. Ils ont dit, je parle... Est-ce qu'il peut sortir de chez lui? C'est vous qui m'interrompez maintenant. Oui, mais je le fais parce que... Alors, je dis ceci. Oui. Est-ce que lorsque mes confrères, que je respecte, et qui savent que j'ai beaucoup de respect pour eux, sont sortis de chez le délégué général de la Sécurité nationale, ils vous ont rendu compte de leur entretien? Non. Sauf si je me trompe. Pourquoi nous n'avons pas rendu compte? Avant qu'on arrive à l'entretien avec Joseph Kobinga, avant qu'on arrive à l'entretien, quelle est cette image que le Cameroun veut renvoyer? D'avoir des policiers et gendarmes autour de la résidence d'un leader politique qui est, de façon verbale, interdit de sortir de chez lui depuis 2 semaines, sans qu'il y ait un acte légal qui a été notifié. Mais c'est vous qui le déclarez. C'est les avocats qui l'ont dit. Ah oui, mais c'est l'avocat. Les autorités Si donc les avocats savent qu'il n'est pas illégal, ils saisissent la juridiction. Ils saisissent la juridiction camerounaise et étrangère. Et pour vous, c'est légal? Il n'est pas question de juger. Je ne suis pas là pour juger. Je dis les actes sont posés. Je suis avocat. Si un acte est posé et que j'estime que cet acte viole les droits de mon client, je vais à la justice. Si la justice camerounaise n'est pas compétente ou le refuse, je vais plus haut, comme dit mon confrère. Lorsque la Cour suprême, donc le Conseil constitutionnel a déclaré que M. Kamto n'était pas le président de la République, il a fait quoi? Il n'est pas allé à l'OUA et autres, même comme la suite, on ne sait plus au courant, alors qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, Soro, on connaît le résultat. Qu'est-ce qu'il y en est de cette juridiction étrangère par rapport à M. Kamto? Donc je dis, lorsque vous estimez que votre droit est violé et que vous êtes républicain, vous allez devant les juridictions. C'est compris. Pierre-Emmanuel Bignam, le RDPC accuse les militants du NRC de violer les dispositions de la loi et de ne pas respecter les institutions de la République. Je voudrais
d'abord recadrer Maître Biliga sur une déclaration qu'il a faite tout à l'heure concernant ma personne. Il a dit que je cesse de me cacher derrière les plateaux de télé, mais que j'aille marcher. Maître Biliga, avec tout le respect que je vous dois, je vous confirme que j'ai marché le 22. J'ai marché le 22, j'ai respiré plus de 40 bombes lacrymogènes. J'ai eu mal à la poitrine pendant une semaine. J'ai été arrêté ce même 22 et j'ai été relâché par un officier de police judiciaire qui fait très bien son travail, qui connaît le droit et qui connaît faire la lecture du droit et appliquer le droit, qui estime que ce jour-là, je n'ai rien fait de mal et tous les Camerounais qui étaient dehors pour manifester n'ont rien fait de mal et qui estime que c'était légal. C'est l'occasion pour moi de saluer les forces de maintien de l'ordre, ceux-là qui sont du côté du peuple, qui souffrent comme nous au quotidien, avec leurs familles aussi, qui estiment que nous avons le droit de manifester parce que le Cameroun se porte très mal. Je vous raconte une petite histoire. Cette semaine en cours, j'étais dans un café avec mon épouse et nous étions là. Après, un monsieur s'est avancé vers moi. Le monsieur s'avance, il me salue, on se croise les mains, c'est lui qui tend le point le premier, on se croise nos poings. Il me dit mes encouragements, monsieur Bignam. Je m'effraie. Même mon épouse était dépassée, était étonnée, je veux dire. Il dit mes encouragements, monsieur Bignam. Nous suivons vos débats télévisés. Beaucoup de courage. Vous êtes très pertinent. Vous êtes un combattant. En partant maintenant, lorsqu'il voulait prendre congé de moi, il me dit commissaire de police tel. Il était tellement content. Quand il revient, il appelle son épouse, ils viennent vers notre table, il prend le selfie. Je ne vous donnerai pas le nom de ce commissaire de police. Comme pour dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans les rangs des forces de maintien de l'ordre ou des forces de défense et de sécurité, la plupart d'entre eux sont convaincus que Paul Biya et son régime ont échoué. Ils ont échoué parce que tout le monde souffre aujourd'hui. Les militaires, un militaire sort de la formation, on le chasse du camp militaire, on l'envoie au quartier. À un moment où il n'a pas encore, son salaire ne passe pas. On l'envoie au quartier se débrouiller pour venir travailler au camp tous les matins et rentrer le soir. Alors, on fait son rappel 2 ans après. C'est en ce moment qu'il entre en possession de son travail. Donc tout le monde souffre aujourd'hui. Ces militaires qu'on envoie au front, ceux qui partaient au front pour le Boko Haram et aujourd'hui ceux qui sont dans le Nozo, ils ont des primes mensuelles qui sont définies par le ministère de la Défense. Mais est-ce qu'ils perçoivent ces primes? Lorsqu'on dit que chaque militaire a par jour, par exemple ceux qui sont au front, 4 palettes d'eau, et qu'à la place de 4 palettes d'eau, on leur donne 2 bouteilles d'eau minérale, ça veut dire que tout le monde souffre au Cameroun. Donc il y a une grosse partie des forces de maintien de l'ordre dont je tire le chapeau et dont je demande qu'ils continuent à être aux côtés du peuple pour nous encadrer. Parce que demain, Maître Biliga, que voici, sera dans l'opposition. Parce qu'on va le mettre de côté. Paul Biya va partir. Il va partir aussi avec les Maîtres Biliga. Et ils vont tous se retrouver dans l'opposition. C'est le peuple camerounais qui va prendre le pouvoir à un moment donné. Le peuple camerounais va prendre le pouvoir. Ils partiront des affaires. Ils partiront des affaires. Parce qu'ils ont été dépassés depuis 38 ans aujourd'hui. Ils ont foutu le pays dans la merde. Vous me voyez habillé en noir. Nous obéissons aujourd'hui à un mot d'ordre qui a été lancé par un de nos partenaires importants dans le cadre du stand-up de CPP. Que vous avez insulté dans le réseau. Et vous voyez que nous sommes en noir parce que, effectivement, le Cameroun nous sommes en train de pleurer notre pays. Nous pleurons le Cameroun qui est mort depuis qu'il est entre les mains de Paul Biya. Nous pleurons le Cameroun qui a perdu le rang qu'il occupait sur le plan continental et sur le plan mondial comme étant un pays à revenu intermédiaire et qui, quelques temps plus tard que le président Paul Biya ait pris le pouvoir, se retrouve comme étant un pays pauvre et très endetté. C'est ce Cameroun que nous pleurons. Un Cameroun dans lequel aujourd'hui les enfants continuent à prendre les cours assis à même le sol dans les régions du nord et de l'extrême nord. Un Cameroun où aujourd'hui les populations continuent à boire les flaques d'eau par manque d'eau potable, qui est une politique qui revient à l'État.
Alors, c'est ce Cameroun que nous pleurons aujourd'hui. Un Cameroun où on continue à arrêter les gens sans aucun mandat d'amener, sans aucun mandat de perquisition, à des heures même où il n'est pas permis à un officier de police ou bien à une force de maintien de l'ordre d'agir. Donc c'est ce Cameroun que nous pleurons aujourd'hui. Un Cameroun où les gens n'ont plus la possibilité de s'exprimer. Un Cameroun où vous avez les aînés comme Maître Biliga qui manquent à Mondovision que le Cameroun est un état de droit. Alors que lorsque nous entrons dans les caractéristiques, je vais le dire. Lorsque nous entrons dans les caractéristiques de l'analyse d'un état de droit. Arrêtez-le. Vous allez réagir après. Parce qu'il dit que le Cameroun est un état de droit, alors que ce n'est pas un état de droit. Parce que si nous entrons dans l'analyse des caractéristiques d'un état de droit, c'est un état où les gens ont la possibilité de s'exprimer. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Pierre-Emmanuel Bignam. On va en parler tout à l'heure. Maître Joseph-Claude Biliga, je vous en prie, j'ai la parole. J'aimerais d'abord préciser. Permettez d'abord que je réagisse. J'aimerais d'abord préciser que sur les conditions quand même de travail des forces de défense et de sécurité, le ministre de la Défense a plusieurs fois donné des instructions pour améliorer les conditions de travail des soldats sur le théâtre des opérations contre le terrorisme à l'extrême nord et dans le nord-ouest et le sud-ouest. Avant que Maître Joseph-Claude Biliga puisse réagir, il y a Edmond Kambia qui est là sur le plateau. Vous allez pouvoir réagir. Je réagis sur ce thème. On ne peut pas me traiter de menteur et vous taisez, vous me dites je vous après. Non, monsieur. Ce monsieur retire que je suis menteur. Parce que vous savez bien qu'il ne dit pas la vérité. Alors, il n'a pas le droit de m'insulter que je lui permette. Il n'y a pas de... Il n'a aucune injure. Je ne vous ai pas insulté, Maître Biliga, bon. J'ai dit vous avez menti sur le fait que le Cameroun est en état de droit. Quand on a été à l'école, on ne dit pas ça. Maître Joseph-Claude Biliga, le sujet sur l'état de droit va être évoqué sur cette émission. Et vous pourrez réagir. Vous avez déjà assez parlé. Permettez à Edmond Kambia de pouvoir dire un mot. Edmond Kambia a maintenant la parole. Maître Joseph-Claude Biliga, Edmond Kambia a maintenant la parole. Edmond Kambia, sur la question relative aux conditions d'arrestation et de mise en détention des manifestants du 22 septembre 2020 et l'objet d'assignation à résidence d'un leader politique de l'opposition. Comment expliquer que le Cameroun se retrouve dans cette situation? Vous qui êtes journaliste depuis une trentaine d'années, comment expliquez-vous la situation politique et situation des droits de l'homme au Cameroun? Merci Cédric Doufélé. Je me demandais si j'allais finalement avoir la parole depuis le début de ce débat. Je n'ai pas pris la parole. C'était très chaud entre les copanélistes partisans qui appartiennent aux formations politiques, RDPC, MRC, SDF. Il y a deux MRC, il n'y a pas SDF ici. Non. C'est vous qui vous attaquez maintenant à Pierre Bignam. Non, il n'y a pas SDF, il y a trois, il y a deux MRC. Il y a deux MRC. Oui. Mais vous savez très bien qu'il n'y a qu'un seul représentant du MRC sur le plateau. Il me comprend très bien, nous tous on se comprend. D'accord. J'espère que vous permettrez. Quand il vous allez trouver que c'est une très bonne chose. Vous permettez. Vous êtes un ennemi de la liberté. Je vous en prie. Vous êtes un ennemi de la liberté, c'est ça le problème. Je vous en prie. Non, il faut que je réponde parce que il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Permettez que je parle. Je vous en prie, je vous en prie. Maître Biliga, Maître Ngwana et Pierre-Emmanuel Bignam. Monsieur, vous ne pouvez pas laisser qu'on dise que je suis militant du MRC. Vous allez réagir. Nous écoutons d'abord Edmond Kambia. Edmond. Je tiens à préciser sur ce plateau qu'il y a un militant du MRC, qui est M. Bignam, Pierre-Emmanuel. Il y a un représentant du SDF, Maître Moustapha Ngwana. Il n'est pas militant du MRC, il est bel et bien militant du SDF, contrairement à ce que dit Maître Biliga Joseph-Claude, qui est, lui, du RDPC. J'espère que cette mise au point nous permet d'évoluer. Bon, Maître Biliga, vous savez, beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure. Et j'ai noté 2 ou 3 choses. Et je commencerai par la question que me pose Cédric Doufélé par rapport à la situation que vit depuis 2 semaines un leader politique. Il se retrouve chez lui depuis la nuit du 21 au 22. Il ne peut ni sortir parce qu'il peut se faire arrêter. Et s'il sort, est-ce qu'il pourra rentrer? Il ne sait pas. Il sait au moins une chose, que le gardien qui assurait la sécurité un jour a voulu sortir pour que l'autre prenne la relève. Ce gardien qui sortait a été arrêté.
Là, tout le monde l'a écouté à Mondo Vision lorsque nous avons, dans le cadre du journal, parlé de 20 heures de Cédric Noufélé. Il y a eu l'exclusivité de Maurice Kamto qui a donné cette information-là, qu'un de ses gardiens est sorti, a été happé par les forces de l'ordre qui étaient devant sa maison. Depuis aujourd'hui, ça fait 2 semaines pratiquement. Je voudrais tout simplement interpeller M. Biliga, qui nous dise quelle est la disposition légale. Quelle est la disposition légale? Elle peut être celle du Code de procédure pénale ou de toute autre loi, mais qui nous dise quel est le texte qui permet de garder ainsi pendant 2 semaines. Je ne reste pas seulement sur la notion de leader de parti politique, ça pourrait être n'importe quel citoyen. De garder un citoyen chez lui qui soit encerclé par les forces de l'ordre et qui ne puisse pas sortir. Et qui, à la suite d'une rencontre entre ses avocats et le dirigeant de la Sécurité nationale, on nous donne un certain nombre d'informations, parmi lesquelles ne filtre pas l'information, le texte qui habilite les policiers, les gendarmes, à le garder ainsi dans sa maison. Je voudrais qu'ils me disent, pas tout de suite, après, quand vous prendrez votre tour de parole, vous allez nous dire quelle est la disposition qui permet de garder ainsi un citoyen honnête. Oh. Un citoyen honnête, okay, honnête dans les conditions actuelles. Je vais continuer, M. Biliga. Tout à l'heure, vous insistiez sur la notion de conformément à la loi, according to the law. Je voudrais, sur cette expression, conformément à la loi, vous dire que lorsque l'on dit conformément à la loi, est-ce que ça signifie que la loi en question est supérieure à la Constitution? Dites-moi, Maître Biliga, quelle est la hiérarchie de normes juridiques? Une loi ordinaire est-elle au-dessus de la Constitution? Ça, c'est la deuxième interpellation que je fais. Notez-les, vous allez répondre après, Maître Biliga. La première, c'était la disposition légale qui permet de garder Maurice Kamto, par exemple, dans les conditions actuelles, sans document. La deuxième question, quelle est la hiérarchie des normes juridiques? Est-ce que la loi est au-dessus de la Constitution? Pour être très précis. Maintenant, la troisième chose, c'est un petit commentaire sur vos propos au sujet des mauvaises pratiques. Parce que vous, en fait, vous avez l'art de donner les mauvais exemples lorsque vous citez la France, la Grande-Bretagne, sans préciser. C'est-à-dire que vous citez les mauvaises pratiques des forces de l'ordre dans ces pays occidentaux, sans dire quelles sont les bonnes pratiques. C'est en cela que, parfois, comparaison n'est pas raison. Vous ne pouvez pas citer les mauvais exemples dans des pays où il y a des bons exemples. Vous ne citez que les mauvais, alors qu'il en existe de bons. Vous oubliez, par exemple, de dire que parmi les gilets jaunes, ceux qui ont été sanctionnés l'ont été par une loi anti-casseur. Ce sont ceux qui ont cassé. Ce ne sont pas ceux qui ont marché pacifiquement. Beaucoup ont marché pacifiquement et personne de ceux qui ont marché pacifiquement n'ont été interpellés en France. Ce sont ceux qui ont cassé, qui ont été sanctionnés par une loi anti-casseur. Et ça, c'est important de le dire. Vous ne l'avez pas dit. Permettez aussi, M. Biliga, de vous rappeler ce que M. Moustapha a essayé, a commencé à vous dire, mais il n'a pas eu la chance d'aller au bout de sa démonstration, peut-être parce que c'était très tendu entre vous. Il a tenu à vous rappeler les dispositions, les textes, traités et accords internationaux que le Cameroun a librement signés et ratifiés. Il a cité la Déclaration universelle des droits de l'homme parce que l'article 1 de la Constitution du 18 janvier 1987 du Cameroun, en tout cas, le préambule affirme, c'est au niveau du préambule, le préambule affirme que le Cameroun attache, c'est-à-dire exprime son attachement aux libertés fondamentales. Et la liberté de manifester en fait partie. Comme la liberté de s'exprimer, comme la liberté d'opinion, comme toutes les autres libertés fondamentales qui existent. Donc, je citais tantôt, affiche son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, affiche son attachement à la Charte des Nations Unies, affiche son attachement à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et à tous les textes qui ont été régulièrement signés et ratifiés, dûment signés et ratifiés. Et M. Moustapha vous rappelez également, sans peut-être citer de manière claire la disposition, l'article 45 de la Constitution du Cameroun, que les accords ou traités internationaux régulièrement signés et approuvés ont, dès leur publication, autorité à celle des lois. Est-ce que cela autorité à celle des lois. Edmond Kamdia, est-ce que cela ont autorité à celle des lois.
dès lors qu'elles ont été signées et ratifiées. Est-ce que cela occulte la capacité ou la compétence à l'autorité administrative locale d'interdire une manifestation s'il estime qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public? C'est souvent l'argument que brandissent les autorités administratives pour justifier les interdictions des manifestations publiques organisées au Cameroun. En réalité, si on ne s'en tient qu'au texte en vigueur, la loi numéro 90/051 sur les libertés de réunion et de manifestation publique, on se rendrait compte qu'il y a quelqu'un qui a la compétence. S'il faut interdire, il y a les conditions pour interdire. C'est le sous-préfet. Et même avant d'interdire, il faudrait que l'autorité compétente territorialement, c'est-à-dire le sous-préfet du coin, estime que les conditions dans lesquelles la personne ou les personnes, le parti a déclaré son document et veut faire sa manif, il doit justifier. Parce que pour interdire, il faut justifier. Il faut justifier et notifier. Et nous avons l'expérience. Avec le temps, on a constaté que la plupart du temps, lorsque les autorités compétentes des sous-préfets ont eu à interdire, non seulement ce n'est pas justifié, mais en plus, ils ne notifient pas. Or, l'acte de notification est important pour attaquer cette interdiction devant les tribunaux compétents. Et ça me permet d'interpeller encore M. Biliga pour lui demander quelle est l'autorité compétente lorsqu'il faut sanctionner la non-déclaration, lorsqu'il faut sanctionner prendre des sanctions pour des infractions commises dans le cadre de la loi sur la liberté de réunion et de manifestation. Je serais très surpris qu'il réponde que ce soit le tribunal militaire. Parce que la loi est claire sur l'autorité compétente, sur les juridictions compétentes. Or, qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'il y a des manifestations, la plupart des personnes qui ont été arrêtées, en 2019, comme récemment, le 22 septembre, pour ceux qui ont marché, parce qu'il y en a qui ont été arrêtés avant et après, qui n'ont jamais marché. Je m'en tiens seulement à ceux qui ont été marchés et qui ont été interpellés. On constate que la plupart d'entre eux se sont retrouvés devant les tribunaux militaires. Je voudrais que M. Biliga nous dise sur la base de quel texte, qui nous donne la disposition de la loi de 90/051 sur la liberté de réunion et des manifestations publiques, qui nous donne la disposition qui prévoit que la juridiction compétente, c'est le tribunal militaire. Parce qu'il aura du mal à le trouver. C'est pour dire, Cédric Moufele, que je suis très embarrassé parce qu'en réalité, nous retournons 30 ans en arrière. Nous avons cru que la loi numéro 90/046, qui porte abrogation de la loi du 12 mars 1962 sur la subversion. C'est une ordonnance. Oui, c'est l'ordonnance. L'ordonnance du 12 mars, oui, précisément c'est une ordonnance. Okay. L'ordonnance c'est une loi aussi. On pourrait faire un débat là-dessus. C'est un autre. C'est le même niveau que la loi. On pourrait faire un débat. La même valeur que la loi. Ben, L'article 28 de la Constitution. Tout à fait, au même niveau. C'est le même niveau. Oui, donc sortons de cette polémique. Mais restituons le terme, c'est l'ordonnance du 12 mars 1962 sur la subversion. Mais la loi de 90 du 19 décembre a abrogé. Mais très vite, on s'est rendu compte que la plupart des dispositions de cette fameuse loi sur la subversion ont été transportées dans le code pénal, dans la loi antiterroriste. Subrepticement. Okay. Et on veut nous faire croire que nous avons avancé au niveau des libertés. Je peux vous dire que toutes les libertés conquises de haute lutte par les partis politiques de l'opposition, par la société civile, de 90 jusqu'à ce jour, ça fait 30 ans. Mais on se rend compte que la plupart de ces lois ne sont plus appliquées du tout. Ce qu'on applique, ce sont les dispositions de l'ordonnance de 62 qui ont été abrogées. C'est ça la réalité. Parce que les tribunaux compétents, seuls compétents, lorsqu'il y a des marches pacifiques, ce sont les tribunaux. Vous allez répondre, ce sont les tribunaux de droit commun. Je réponds peut-être même avant vous, mais je voudrais que vous puissiez me démontrer en quoi est-ce que cette loi que j'ai citée habilite les tribunaux militaires, qui sont pratiquement des cours martiales, pour des gens qui ont manifesté sans armes, même sans armes blanches. Après vous, Edmond Tambia, Maître Joseph-Claude Biliga, justement sur les procédures légales existantes en vigueur au Cameroun, est-ce que c'est celles-là qui sont appliquées au regard des actes
posées par les autorités à la fois policières et judiciaires et ces personnes qui se retrouvent devant le tribunal militaire. Attends, je réponds à M. Kamgia ou bien à vous. Finalement, je vous en prie. Il a posé 4 ou 5 questions. Je m'attendais à ce que vous me donnez l'occasion de répondre aux questions, question par question. Nous sommes mais ces questions ont été... sur d'abord l'assignation à résidence du professeur Maurice Kamto. Quelle est la procédure légale qui conduit à l'acte? Vous savez, vous avez un consultant sur le plateau. C'est son travail. Il est consultant. Il n'est pas là pour s'attaquer au RDPC. Mais j'ai l'impression que son travail, c'est s'attaquer au gouvernement, c'est tout. Qu'il est consultant. Un consultant, c'est quelqu'un qui doit être neutre, qui doit pouvoir donner des arguments de pour ou contre. Et au lieu de rester là pour taper sur cette personne en disant vous montrez, vous ne pouvez pas montrer. Vous mettez au défi de montrer les choses que j'ai même bien de démontrer. On tape sur les coupables. J'ai dit des choses simples et j'y reviens. Je vous en prie, j'ai dit des choses simples. Dès que vous aurez entendu ce que j'ai dit, vous n'aurez même pas à me poser des questions. J'ai dit et redit ceci. Les traités, conventions et autres sont supranationaux, sont un peu supérieurs, oui. Mais pour leurs implémentations, il faut des lois. On le sait très bien. Les tests d'application, même les lois qu'on vote de l'Assemblée nationale, pour les mettre en exécution, il faut les tests d'application. Donc, pour les traiter autres, pour les mettre en application, il faut des lois. Et ces lois varient d'un pays à un autre. C'est ça qu'il faut noter. Le reste est du bavardage que monsieur est en train de me faire ici. C'est un peu bavardage. Donc le Cameroun a repris les dispositions de la loi sur la subversion pour les réintégrer dans d'autres lois qui viennent d'être adoptées. Laissez-lui supporter ce qu'il raconte. Il va le faire. Moi, je vous dis une chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez le Google. Tapez loi sur le terrorisme en France. Prenez ça, faites la loi sur le Cameroun, faites la comparaison, vous allez voir. Il vous dit que je prends de mauvais exemples. Mais je prends des exemples de pays qui ont consolidé leur unité nationale. Mais le débat c'est sur l'application des lois. Comment les lois sont-elles appliquées? Dans quel cadre est-ce que cela est appliqué? Vous avez pris l'exemple des gilets jaunes qui ont manifesté. Au Cameroun, les gens ont manifesté. Est-ce que c'est la même loi Je vous dis donc que la loi de la France a été appliquée sur les gilets jaunes, oui ou non? Parce que le problème est celui-ci, et j'insiste dessus. Tous ceux qui parlent qu'on peut se lever et marcher sans se fier à la loi, parce que c'est dans les dons qui le disent, ils font faux. C'est ce que je t'ai expliqué. Et si nous sommes tous d'accord sur le fait que pour pouvoir marcher, malgré le fait que les droits de l'homme, les traités et autres le disent, il faut se conformer à la loi. Tout le monde est d'abord d'accord par ça. Si nous sommes d'accord que les lois camerounaises doivent s'appliquer pour mettre en exécution ces principes de droit évoqués dans les traités, on est d'accord comme en France, comme en Allemagne, comme en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, où vous avez vu comment on a tué on tue les Noirs tous les jours, etc. C'est ça la réalité. Donc, lorsque vous admettez donc ça, qu'il n'y a pas un principe qui dit qu'on peut se lever un matin, commencer à marcher, vous rentrez donc au niveau des lois. Et je vous parle de 4 lois, 4 tests. J'ai dit il y a le test sur le maintien de l'ordre. J'ai dit qu'il y avait un test, le code pénal, avec beaucoup d'infractions. J'ai dit qu'il y avait la loi sur le contre-terrorisme. J'ai dit qu'il y avait la loi de 90 dont il parle. Toutes ces lois donnent des indications pour qui sanctionnent les actes qu'on pose. Il faut comprendre une chose également. Lorsque vous parlez, vous marchez, et que vous mettez à insulter Paul Biya, par exemple, vous n'avez pas commis sur l'infraction. Vous avez fait 2. Et vous-même, on peut aller même faire multiplier ces infractions à travers les actes que vous posez. Chaque fois que les gens disent qu'il n'y a pas la liberté au Cameroun, moi je ris toujours. Nous sommes sur un plateau de télévision. Citez-moi combien de pays en Afrique, les gens peuvent rester comme ça et insulter le président de la République. Citez-moi combien il y en a. Qui l'a insulté? Qui est ce président? Qui a insulté le président? Je vous en prie, Maître Joseph Biliga a la parole. Permettez qu'il aille. Quand tout à l'heure je vais dire que je suis sérieux. Maître Joseph Biliga, vous avez la parole. Vous avez la parole, Maître Joseph Biliga. Ne dites pas de vilainie. Personne ne l'a fait. Et vous le savez. Personne n'a insulté le président de la République sur ce plateau. Et je suis désolé. Désolé de vous interrompre. Parce que vous dites est trop grave. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Ce que vous dites est trop grave. Est très grave. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Ce que vous ignorez. Non. Je dis un mot et j'en termine. Vous oubliez qu'au Cameroun, le président de la République est également président d'une formation politique qui s'appelle le RDPC. Et un président d'un parti politique peut être interpellé par un autre militant d'un autre parti politique. Il n'a pas eu. Vous n'êtes pas parti politique pour l'interpeller. Vous êtes de 4 partis politiques. Nous ne sommes pas je suis un citoyen. Maître Joseph Biliga et Edmond Kamgia. Edmond Kamgia. Edmond, je vous en prie. Il a la parole.
Joseph Biliga, allez-y. Vous savez, je sais reconnaître mes erreurs, hein, mes fautes. Ce que je dis, cette critique que vous faites sur ce plateau, dans plusieurs pays, vous ne pouvez pas le faire. Vous le savez très bien. Dans plusieurs pays, il n'y a même pas toutes les chaînes qu'on a ici. Donc, il y a des choses que tout le monde est sur lesquelles nous sommes parfois d'accord, vous et moi et tout le monde. C'est que parfois, au niveau des manifestations, on peut questionner. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on ne permet pas tout le monde de marcher, mais vous savez bien qu'on ne pourra jamais permettre tout le monde de marcher. Même vous, quand vous serez au pouvoir, vous ne permettrez pas au RDPC de marcher, au SIR de marcher, au MP de marcher, je ne sais pas quoi à tout moment, puisque ça perturbe l'ordre public. C'est pour cette raison que le ministre français a écrit pour dire que ceux qui continuent à perturber l'ordre public, ceux qui manifestent là-bas, on va les renvoyer dans leur pays. C'est un pays de droits de l'homme. C'est ça qu'il faut faire mettre dans la tête des gens. Pas dire qu'on a reculé de 1000 années. Vous voyez, je dis, il ne faut pas dire qu'on a reculé alors que vous venez sur le plateau de télévision, dites les choses pareilles. Vous avez parlé de 62. Si on appelait 62, il y aura quelqu'un sur ce plateau aujourd'hui. Vous qui en parlez, moi je vous avais écrit des livres que j'ai lus. Oui. Est-ce qu'il y aura quelqu'un sur ce plateau aujourd'hui qui parlerait de ce qu'on est en train de dire là aujourd'hui? Si on appelait 62 ou ce qu'on appelle la note à subversion, vous n'étiez peut-être pas encore né, mon fils. Nous-mêmes, moi j'étais encore, j'avais à peine 1 an en 62. Mais je vous assure que quand je vais à l'université à 20 ans, je veux dire en 81, il m'était interdit de parler politique. La chose qu'on m'a dit mon oncle, c'est que tu viens ici, tu ne parles pas de politique. Parce que ton voisin qui entendait ton voix parler même mal, même au niveau du campus, tu dis, ah, c'est pas vrai. C'est vrai. Mais pourquoi vous pouvez donc mais parler? Non, Edmond, je vous en prie. Après Maître Biliga, permettez d'abord à d'autres de réagir. Le mérite de l'ancien régime, c'est qu'on savait que c'est dangereux et on ne pouvait pas s'exprimer. Maintenant, nous sommes dans une démocratie. Maintenant, c'est Maître Moustapha Ngouana qui a la parole. Pour les libertés. C'est Maître Moustapha Ngouana qui a la parole. Alors, Maître Moustapha Ngouana, vous suivez le RDPC qui estime que le Cameroun n'a pas reculé sur la question des libertés d'expression, de réunion, de manifestation. Il faut simplement respecter les lois en vigueur et l'autorité compétente qui peut statuer sur les cas d'autorisation ou d'interdiction des manifestations publiques. Quel est votre regard sur la situation de l'état de droit au Cameroun et la situation de l'opposition face à ces manœuvres du pouvoir? Je vous remercie de me passer la parole et je voudrais préciser à mon confrère Maître Biliga que je suis militant du SDF, je ne suis pas militant du MRC et que je préfère de loin être qualifié de pro-MRC plutôt que de pro-RDPC. C'est clair. Et je dois également vous dire que j'appartiens à la famille de l'opposition et que lorsque les libertés de l'opposition, les libertés d'un parti d'opposition sont attaquées, je me dois de soutenir le parti d'opposition. Parce que demain, ces mêmes entraves nous seront opposées. L'honorable Jean-Michel Nitié a sollicité ici plusieurs marches qui ont fait l'objet de refus de la part du pouvoir. Je serais quand même d'une incongruité exceptionnelle que de venir sur un plateau de télévision et de prétendre que je soutiens une initiative qui empêche l'expression des libertés et qu'on me l'oppose demain. Il y a une fois, nous avons eu la possibilité d'avoir une marche ici qui a été autorisée, au profit de l'honorable Nitié du SDF. Malheureusement, lorsque nous étions nous organisés pour que la marche ait lieu, on est venu également suspendre la marche en question sans motif véritable. Donc, je le dis et je le remartèle, je suis militant du SDF, je suis conseiller juridique national du SDF, je suis conseiller municipal du SDF à la commune de Douala 5e pour un second mandat. Mais je vous le dis, je refuse d'être de cette catégorie de citoyens appartenant à la famille de l'opposition qui vient sur le plateau de télévision tirer sur d'autres formations de l'opposition. Ici, l'équipe pour laquelle nous jouons tous, c'est le Cameroun. Alors, il y en a qui ont décidé d'être les fossoyeurs du Cameroun. Il y en a qui ont décidé de pouvoir relever le Cameroun, de pouvoir se battre pour que le Cameroun reste un pays debout. Je ne peux pas comprendre, et je l'ai dit tout à l'heure, vous avez votre Cameroun dans votre esprit, dans vos esprits, vous les militants du RDPC. C'est comme si on a anesthésié la plupart, où on tient un discours d'une incohérence proverbiale, mais on croit qu'on va l'imposer aux autres. Et lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous, parce que vous savez, la vérité ou le bon sens, c'est la chose la mieux partagée du monde, disait Descartes. Il ne faut pas être surpris que sur un plateau de télévision, la plupart des personnes voient le monde d'une certaine manière. Vous savez, Héraclite de Fer disait que c'est les hommes endormis qui ont chacun leur monde. Mais les hommes éveillés ont le même monde. Donc je crois que j'appartiens à la catégorie des personnes qui sont éveillées et qui voient que le Cameroun ne va pas du tout, que les choses vont très mal. C'est pourquoi je voudrais que les choses aillent dans un sens qui permette aux Camerounais de pouvoir s'exprimer, aux Camerounais de pouvoir jouir des droits et libertés fondamentales qui sont les leurs.
Donc, de grâce, je ne suis pas militant du MRC. Et quand bien même on dirait que je suis pour MRC, je préfère de loin être du côté de ceux qui se battent pour qu'il y ait changement que d'être du côté de ceux qui enfoncent davantage le Cameroun au quotidien. Ceci dit, je voudrais rappeler qu'on prétend qu'il y a plutôt eu des avancées. Mais je voudrais dire que, de mon point de vue, le Cameroun doit être aujourd'hui le seul pays où une marche peut être qualifiée d'acte terroriste. C'est quand même l'un des seuls pays au monde. C'est quand même également un des rares pays au monde où, lorsque les gens projettent de faire une marche, les autorités administratives peuvent faire des sorties pour interdire de manière préventive que les marches en question aient lieu. C'est-à-dire que vous coupez même la possibilité de pouvoir solliciter, c'est-à-dire que faire des déclarations de manifestation. Et ce n'est pas comme si les gens n'ont pas essayé n'ont pas respecté les lois sur lesquelles vous êtes agoutés. De manière répétitive, les formations de l'opposition et le SDF auquel j'appartiens a sollicité de pouvoir organiser les manifestations, mais à chaque fois on connaît la réponse. Le 22 septembre, pendant qu'on refusait les marches sur le territoire national, dans la région du Sud, il y a des personnes qui ont marché sans autorisation pour soutenir le président de la République. Mais les gens, ça dit que la loi est aveugle, elle n'est ni aimante ni haineuse. Donc ça dit qu'elle est la même pour nous tous. Alors donc, lorsqu'on veut l'appliquer, il ne faut pas qu'elle soit à géométrie variable. Donc ça dit, aujourd'hui par exemple, vous allez voir, lorsque le RDPC, lorsqu'ils se retrouvent en train de fêter leur anniversaire, c'est surtout les derniers du territoire national, ils en ont le droit et consort. Mais aujourd'hui, les formations de l'opposition sont dans le musulman total. Ce n'est pas que l'opposition, je l'ai dit aussi à l'orée de mon propos. Les Camerounais sont dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer sur les questions qui intéressent le pays. On nous reconnaît au Cameroun, c'est comme moi j'ai l'habitude d'appeler la liberté de bavardage. C'est la liberté de bavardage. Lorsque vous évoquez maintenant des questions essentielles, on considère que vous êtes un subversif. On vous traite comme si vous étiez un malpropre. Je vous dis, même au sein de nos familles, lorsque nous arrivons sur les plateaux de télévision, après les émissions comme celle-là, où nous attelons à dire ce qui est vrai, parce que c'est cela, parce que nous avons dit que nous essayons, autant que faire se peut, de prendre parti pour notre peuple, au peuple auquel nous appartenons. Mais dans les familles, on vous demande, mais est-ce qu'on ne va pas vous tuer qu'on sort? Mais je vous le dis, je l'ai dit ici en début d'émission, mon épouse a dit à son patron qu'elle a déjà organisé mes obsèques. Donc je suis un mort vivant. Et je ne crains pas, et je suis de cette catégorie, je suis dans le combat depuis que je suis étudiant, ce n'est pas aujourd'hui. Et vous voyez, ça dit que, vous voyez, ces questions que vous posez les familles, que vous posez les citoyens au quotidien, c'est des questions qui montrent la terreur qui règne dans la population. On vous demande, comment est-ce que vous faites pour pouvoir venir tenir les propos que vous tenez, alors que vous le faites de manière courtoise. Vous révélez l'état d'un système, et on vous empêche de pouvoir le faire. La liberté d'expression n'existe pas, c'est une liberté de bavardage. Vous voyez, pour peu qu'on veut prendre position, par exemple, pour des questions qui intéressent, par exemple, la succession du prince, on vous dit non, vous n'avez pas le droit de parler de cela. On sort la grande muette, à tous les carrefours et qu'on sort, on dit que non, vous n'avez pas le droit de parler. C'est-à-dire que les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Nous ne sommes pas dans une démocratie. En réalité, nous sommes, comme je l'ai dit, peut-être c'est répétitif, nous sommes une démocrature. C'est une dictature avec un saupoudrage d'éléments de la démocratie pour qu'on ait l'impression que nous sommes insérés dans le Conseil des Nations et que les choses se passent un peu comme ailleurs. Quand on prend les exemples sur la France et autres, on a toujours coutume de prendre des mauvais exemples. Mais il faut aussi prendre des bons exemples. Là-bas, le minimum est accordé aux populations. Quand on ne dit pas les gilets jaunes, les autorisations ont quand même été accordées. Et on a censuré les débordements. Mais ici on accorde. On n'accorde rien aux populations. On n'accorde pas la possibilité de pouvoir marcher. Mais de manière préventive, on vous empêche de faire quoi que ce soit. Et on parle de débordement. Non. Il faut laisser déjà les populations marcher comme on a fait en France. En France, les gens ont marché. C'est à la suite des marches maintenant qu'il y a eu les débordements. Les débordements ont été sanctionnés. Mais au Cameroun, vous avez des boules de cristal. Vous savez exactement ce qui va se passer. Vous empêchez les populations qui marchent à main nue. J'ai même vu des infimes. J'ai vu des vidéos. Des infimes ont marché ces jours-là et qu'on sort. Vous croyez que ces personnes-là marchent? C'est pourquoi c'est l'intérêt supérieur de nous tous. La question, Maître Moustapha Ngouana, de l'assignation à résidence, mise en résidence surveillée d'un leader politique, quelle est la procédure légale pour parvenir à une telle décision et comment appréciez-vous l'attitude des autorités administratives face au leader du MRC? Vous savez, les libertés sont du domaine de la loi. C'est l'article 26 de la Constitution. Pour restreindre les libertés individuelles, il faudrait que le législateur ait donné cette possibilité-là. Et il faut que le juge peut-être se soit prononcé éventuellement. Il faut qu'un juge ait pris une décision pour pouvoir empêcher à M. Kamto de sortir mais de se retrouver embastillé. En l'état actuel,
c'est un citoyen camerounais qui est privé de la liberté d'aller et venir. C'est un droit constitutionnel. Parce que depuis on le dit, et on se retrouve dans la rigolade. C'est un droit constitutionnel, la liberté d'aller et venir. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous savez, et il faut pouvoir comprendre ce qui se passe. C'est qu'en réalité, la démocratie a été imposée au régime. Le régime a marché dans les années 90 pour être contre la démocratie. On a dû leur imposer lors du sommet de la Baule, où Mitterrand a imposé qu'aujourd'hui, vous devez clamer l'ouverture. Et le président Paul Biya, je veux le dire, a pris à contre-pied ses partisans qui marchaient dans les rues et consorts et disaient qu'il n'y aura pas de démocratie. Il a dit qu'il y aura ouverture. Mais cela lui a été imposé. Et aujourd'hui, ça dit que l'ADN de la répression, qui est en réalité maculé dans l'esprit des militants du RDPC, est en train de refaire en réalité surface. Parce qu'ils n'avaient jamais cessé d'être des ennemis de la liberté. Parce que quand on est démocrate, on est amis de la liberté. Et l'état de droit suppose la possibilité du libre exercice des droits qui sont reconnus par la Constitution. Au moins, c'est le minimum que nous réclamons. Et malheureusement, je suis catégorique là-dessus. Le Cameroun n'est pas une démocratie. Aujourd'hui, même le pouvoir judiciaire, parce qu'on parle de démocratie, il faut aussi voir la séparation du pouvoir. Nous avons souvent des débats, aussi bien avec lui que beaucoup d'autres avocats. Notre justice est aujourd'hui compromise. Nous sommes, même les magistrats même les magistrats, lorsqu'ils ont des affaires qui les concernent personnellement, se retrouvent parfois en difficulté face au système qui les broie. Donc nous ne sommes pas dans une démocratie, donc nous sommes en réalité dans des reculades exceptionnelles. Donc ceux qui disent que nous sommes revenus 50 ans en arrière, je crois qu'ils sont très gentils. En réalité, nous sommes dans une situation dans laquelle on a une espèce de régime d'indigénat qu'on a encore imposé, où il y a des citoyens, de premier ordre, il y a des indigènes qu'on peut traiter comme on veut. Les Camerounais ont le droit de s'exprimer. Et s'il le dit, fait de moi militant du MSC, que grand bien le fasse. Après vous, Edmond Kambia, quelles sont les conséquences politiques de ce bras de fer observé entre le pouvoir de Yaoundé et une frange de l'opposition qui souhaite exprimer son droit de manifestation et son droit de revendication politique? Les conséquences sont connues et sont gravissimes. La première conséquence, c'est la tension politique, la tension sociopolitique qui va augmenter davantage. Et le Cameroun n'en a pas du tout besoin. Au moment où nous sommes en guerre contre Boko Haram, au moment où il y a une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, depuis plus de 3 ans, bientôt 4 ans, au moment où on n'est pas certain d'avoir sécurisé nos frontières avec la Centrafrique, avec les velléités des mouvements rebelles au niveau de la Centrafrique, sur les frontières camerounaises, à l'est du pays, s'il faut un nouveau front qui pourrait s'étendre sur toute la nation, parce que la différence entre les guerres qui sont actuellement dans le Nozo, dans l'extrême nord, et la situation à la frontière à l'est, et la situation de tension sociopolitique actuelle, c'est qu'elle sera pas seulement contenue, mais elle va s'élargir sur l'ensemble du pays. C'est le pays qui sera ingouvernable. Ce sont les secteurs d'activité qui ne fonctionneront plus. La vie sera paralysée. On pourrait revenir à ce que le Cameroun a connu en 91, les villes mortes, qui ont paralysé le pays, et notamment la capitale économique pendant près de 8 mois. Je dis, ça, ce sont les conséquences possibles de l'aggravation de la situation sociopolitique au niveau de la tension qui persiste entre l'opposition actuellement et le gouvernement. Il n'est pas souhaitable qu'on en arrive là. C'est pour cela que nous pensons. Et toujours dans les conséquences, ça c'est ce que j'ai dit tantôt sont les conséquences au niveau interne. C'est-à-dire la possibilité que ça s'aggrave et qu'on a une crise généralisée vers des villes mortes. Ça c'est au niveau interne. Mais au niveau externe, c'est un autre. Au niveau international ou externe, ce que je voulais dire, c'est un autre type de conséquences qui risque de s'abattre dans les délais les plus proches. Quand je dis dans les délais les plus proches, ça va surprendre beaucoup, mais je l'ai toujours dit sur ce plateau, que les Nations Unies suivent avec beaucoup d'attention la situation politique et des droits de l'homme au Cameroun. Il y a eu une session au Conseil de sécurité, une session non formelle, qui a évalué la situation humanitaire et ensuite les droits de l'homme, au niveau du Conseil des droits de l'homme, au niveau de Genève. Et constamment, le gouvernement a interpellé et appelé à s'exprimer là-dessus. Pas plus tard qu'il y a quelques jours. Le chef de l'État était censé, en visioconférence, s'adresser, n'est-ce pas, aux Nations Unies,
à tous les peuples du monde entier sur la situation politique du Cameroun, sur la situation des droits de l'homme, sur la crise anglophone. Il ne s'est pas exprimé, mais on a vu plutôt une vidéo du ministre chargé des Relations extérieures qui visiblement était préenregistrée, ce n'était pas une visioconférence, où il a dit des choses critiquables sur les droits de l'homme au Cameroun, sur la situation dans le Nozo et sur la situation politique globale au Cameroun. J'ai dit critiquable parce que tout ce qu'il a dit ne correspond pas à la réalité sur le terrain. Il a dit que le gouvernement faisait des efforts, suffisamment d'efforts pour mettre fin au conflit dans le nord et le sud-ouest. Mais la réalité sur le terrain, c'est que le gouvernement ne fait plus aucun effort. Il a commencé, mais il ne fait plus aucun effort. Je peux donner deux éléments qui montrent qu'il ne fait plus d'efforts. Parce que la dernière fois que le gouvernement a essayé de faire quelque chose qui allait dans le sens de trouver une solution à la crise anglophone, c'est quand il y a eu les contacts, les premiers contacts, le 2 juillet dernier, entre les leaders sécessionnistes, notamment Ayuk Sissi Kouabé, et la partie gouvernementale, notamment la DGRE et les autres personnes. Depuis le 2 juillet, silence et bouche cousue. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Depuis le 2 juillet, on ne sait plus si le gouvernement fait encore des efforts pour atteindre, je dois le rappeler, le cessez-le-feu. Parce que l'ONU avait accordé 90 jours, une pause humanitaire durable pour permettre aux États qui sont en conflit, partout où il y a les sécessions, où il y a des conflits, que les partis gouvernementaux et les mouvements rebelles ou sécessionnistes ou de l'opposition armée se mettent ensemble pour trouver un cessez-le-feu. À ce jour, le cessez-le-feu n'est pas encore trouvé. Et très vite, le Conseil de sécurité va faire le point pour évaluer et prendre des décisions. Dans cette vidéo diffusée à la tribune des Nations Unies, Pierre-Emmanuel Bignam, le ministre des Relations extérieures représentant le chef de l'État, a indiqué que le gouvernement privilégie toujours la concertation et que le grand dialogue a été une réussite et les débats ont abouti sur la loi sur la décentralisation, laquelle loi octroie un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, que le gouvernement, dans ses actions, s'appuie sur l'état de droit, la liberté d'expression et les droits de l'homme au Cameroun pour mener ces différentes actions. Est-ce que cette peinture gouvernementale de la situation sociopolitique du Cameroun correspond à la réalité que vous vivez? C'est une honte. C'est une honte parce que déjà, symbolique, sur le plan symbolique, pendant qu'on attendait une sortie du chef de l'État, du président Paul Biya, on voit ce ministre des Relations extérieures, le jeune Bellam Bella, qui a l'air d'un grabataire en train de s'exprimer avec sur un ton qui n'est même pas rassurant. Donc, la peinture qu'il fait du Cameroun et de l'état de droit au Cameroun est complètement en déphasage avec la réalité. Parce que nous savons, comme tout le monde a répété sur ce plateau, que dans un état de droit, il y a l'un des principes, c'est qu'il y a le respect des libertés, que ce soit individuelles ou collectives. Le respect de ces libertés en termes d'expression. Il y a que tout le monde est égal devant la loi. La loi n'est pas à tête chercheuse, elle n'appartient pas à une élite qui, soi-disant, est au pouvoir et qui doit opprimer les autres et utiliser cette loi à leur guise. Dans un état de droit, on sait qu'il y a le principe de séparation de pouvoir qui est respecté. Et quand on regarde tout cela, dans le contexte actuel où l'exécutif est toujours en train d'intimer l'ordre au judiciaire sur ce qu'il faut faire, est toujours en train de les influencer. Parce que quand on prend le cas, par exemple, des marches pacifiques du 22, lorsqu'elles ont été annoncées, nous avons vu les différentes sorties de l'exécutif, les différents ministres, là d'abord, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, les autres ministres, les gouverneurs et tout. Leurs sorties sont une forme d'influence sur le pouvoir judiciaire qui, normalement, doit se prononcer sur les faits. Alors, quand on regarde qu'au Cameroun, les journalistes sont kidnappés, comme le cas de Samuel Ouazizi, et torturés. Quand on remarque au Cameroun, il y a encore des situations qui nous laissent croire que il existe des camps de concentration, parce que moi je peux qualifier le CED de camp de concentration. Alors lorsqu'on regarde tous ces éléments, on constate que le régime du président Paul Biya utilise des techniques que nous avons observées dans
des régimes totalitaires des années 1930, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie sous Mussolini, que ce soit en Union soviétique sous Staline et autres. Donc, on constate que dans l'État du Cameroun, dans notre pays, il y a une police qui est au service du despote, qui est au service du régime pour la répression. Et quand on regarde les arrestations qui ont eu lieu avant le 22, c'est une technique que la Gestapo utilisait sous Hitler. Donc tout cela nous amène à conclure que l'état de droit, le Cameroun n'est pas un état de droit. Sur le plan du papier, c'est-à-dire que du point de vue constitutionnel, le Cameroun est un état de droit parce que nous avons une constitution qui le prévoit et que nous avons ratifié aux accords internationaux du droit international. Mais sur le plan pratique et ce qui est vécu par les populations au quotidien, nous laisse croire que le Cameroun est un état totalitaire à caractère despotique. Après vous, Pierre-Emmanuel Bignam, avec vous, Maître Joseph Claude Biliga, que pensez-vous des arguments du MRC sur le système de gouvernance en vigueur au Cameroun? S'agit-il d'un état totalitaire ou un état de droit où les principes de la démocratie et les principes de liberté d'expression sont respectés? Je crois l'avoir suffisamment indiqué. À un moment donné, j'ai commencé même à dormir parce que j'ai l'impression qu'on fait la même rengaine, les mêmes choses et qu'on ne évolue pas dans nos débats. Tout à l'heure, j'ai suivi mon confrère vous dire qu'il est menacé. Mon frère, nous tous sommes menacés. Ouvrez Internet, là, tout à l'heure, vous allez voir comment on nous insulte. Nous de RDPC. Ouvrez, vous allez voir. S'il y a 10 000 messages, il y a 9 000 où on va insulter. On ne va pas insulter mes arguments, mais on va insulter l'être humain. C'est ça. Et c'est ça que le MRC veut nous montrer. C'est-à-dire que vous qui vous plaignez aujourd'hui de la liberté d'expression, tout le monde est unanime aujourd'hui pour dire que si le MRC vient au pouvoir dans l'état actuel, si le professeur Kamto ne recadre pas ses militants, dans l'état actuel, personne n'aura la liberté, même vos chaînes là, les chaînes là vont fermer. Tout le monde le voit aujourd'hui. J'ai pris sur votre plateau, je ne sais pas, je l'ai dit la dernière fois, pourquoi en 90, en 92, il y avait 3 000, il y avait 2 millions de Camerounais en route. Brahmassouk n'avait pas un parti politique. C'était un gars de 36 ans, 37 ans, qu'on appelle même fou, qui disait aujourd'hui il n'y a pas de travail. Pendant 10 jours, les gens ne travaillaient pas. Parce que les gens se retrouvaient à travers ce qu'il disait à l'époque. Pourquoi les gens ne parviennent-ils pas à suivre le mouvement du professeur Kamto? Parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas pourquoi. Le SDF estime qu'il y a la terreur dans la... Mais il n'y a pas le SDF. C'est pas le SDF. Nous sommes 25 millions de Camerounais. Nous sommes 25 millions de Camerounais. Il a la parole, je vous en prie. Nous sommes 25 millions de Camerounais. C'est pour ce Kamto qui a gagné les élections comme il le prétend, avait même gagné avec 10%. Si 10% de 25 millions de Camerounais se lèvent, va aujourd'hui enlever, demander, va à Yaoundé, absent à Barbara, Kamto va sortir. Mais ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir, parce que les gens ne se retrouvent pas là-dedans. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre, c'est la réalité. Vous prenez l'exemple du Mali, vous prenez l'exemple des autres pays. Mais vous croyez que lorsque les Maliens sortaient avec la police, il n'y avait pas les militaires? Ils étaient là. Lorsque le Burkinabé sortait, il n'y avait pas les militaires. Il y a toujours eu des militaires. Il y a toujours eu la police pour pouvoir empêcher. Mais lorsque ce qu'on appelle la masse critique est là, aucun pouvoir, aucun militaire ne peut le faire. Et c'est ça qu'on ne veut pas comprendre en réalité. Parce que le Camerounais aujourd'hui, je le dis en toute sincérité, j'ai pris un exemple banal. Mon confrère, je vois bien, je sais que tu es très courageux, écrit tout à l'heure un mot contre le MRC. Mais donc, l'a subi. Madame Kawala est en train de le suivre, elle est en train d'être battue. On l'a insulté, on a appelé Maître Ndoké de Mboua, etc. Lisez oui, que je vous envoie les tests. Elle était même dans le je ne parle pas de trucs de hier là, je parle quand elle a commencé à dire qu'elle n'est plus dans la lutte, dans le plan de résistance où on disait qu'il faut à tout prix que le professeur Kamto soit installé à Pourquoi vous mêlez? Parlez-nous des militants du RDPC. Vous parlez de RDPC, tout de vous. Je pour là maintenant. Je parle de MRC. Vous n'avez pas de RDPC, du chef d'État que vous avez insulté tout à l'heure encore. Tout le monde a insulté. C'est pas possible. Vous le mettez ça, Maître, tout à l'heure, vous, tout le monde a souri. Tout à l'heure, on a souri, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a souri. Dites-leur la vérité. Regardez, on vous regarde. On n'a pas souri lorsqu'on a parlé elle a dit un mot qui nous a fait sourire, toi et moi. Messieurs, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans les insultes. Je parle des faits. Quand vous parlez de RDPC, vous êtes à l'aise. Dès que je commence à parler de MRC, vous commencez à dire non, ne parlez pas de nous.
Mais voyez bien que vous êtes dans l'opposition. Vous m'empêchez, moi, de RDPC, de parler de vous. Nous avons si dit demain, vous aurez le pouvoir, ne vous mêlez pas si demain, je vous en prie. Vous vous mêlez de RDPC, je vous en prie, il a la parole. Vous mêlez de RDPC, Maître Joseph-Claude Biliga, vous avez le pouvoir. La plupart des membres du gouvernement sont des militants du RDPC. Et l'expression démocratique voudrait que le parti au pouvoir permette à ceux de l'opposition de pouvoir, eux aussi, exprimer leur point de vue sur la politique de la nation. Pourquoi empêcher, en tant que militant du RDPC, que d'autres formations politiques puissent utiliser les voies et moyens afin de faire entendre un autre son de cloche au Camerounais? Le RDPC n'interdit personne. Moi, je suis représentant de RDPC sur ce plateau, je n'interdis personne. L'État est un État laïque d'une manière générale. L'État, il est un État républicain. Donc, ne dites pas que moi... Dans ce cas, puisque le parti au pouvoir estime que le MRC n'a aucune force politique, ce que je dis, pourquoi n'avoir pas laissé ce mouvement pour la renaissance du Cameroun organiser ses marches et là, maintenant, juger du fait qu'il n'y aurait pas eu, selon vous, une mobilisation autour de cette annonce faite par le leader du MRC? Je dis que si le MRC estime qu'ils c'est eux qui ont le pouvoir, je dis qu'ils sont les plus nombreux, qu'ils bafouent la loi, qu'ils descendent, qu'ils fassent leur marche malgré la... C'est ce que les gars, les bailleurs souterrains et autres ont fait. C'est ce que les autres ont fait aux Zaïre, aux RD Congo et autres. Il ne suffit pas de rester sur le plateau de télévision, commencer à haranguer, à dire que nous sommes nous qui avons le pouvoir, c'est nous le peuple. Le peuple, ce n'est pas le plateau de télévision, ce n'est pas Internet. Le peuple, c'est sur le terrain. Vous trouvez normal que le professeur Kamto soit, comme vous dites là, ambassadeur chez lui. J'utilise même votre thème. Oui. Et qui n'est même pas 10 personnes pour demander aux gars venez libérer notre président. Nous n'allons pas tomber dans ce piège parce que tout ce que vous connaissez, alors, c'est la violence. Et vous nous attendez sur ce registre, sur ce terrain-là. Effectivement, nous n'allons pas le faire. Ce que je dis, parce que vous connaissez que on n'a pas besoin de violence. Vous avez le marteau et vous voyez les clous partout pour frapper. Lorsque on dit qu'on est populaire, ça se voit sur le terrain. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est sur le terrain que ça se voit. Quand on prend... Monsieur Bignam, vous me laissez parler. Maître Joseph-Claude Biliga a la parole. Monsieur Bignam n'est même pas au pouvoir, il m'empêche de parler. Quand tu seras au pouvoir, je sais que nous n'en parlera plus. C'est ce que je vous reproche. C'est ce qu'on vous reproche, mon fils. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui que vous qui refusez, qui estimez que la RDPC refuse la contradiction, vous êtes des dictateurs. Nous sommes mais tout le monde le voit, tout le monde le voit. Et je dis une chose, vous n'êtes pas de l'opposition seule. Lisez-moi votre MRC et Force publique. Donnez-moi 5 partis politiques qui sont derrière vous. Vous avez parlé de pipi. Nous avons une dizaine d'informations. Quel politique, combien? Je vous en prie, on avance. Quel est le poids de ces partis politiques sur l'échiquier national? Quel est le poids des partis politiques qui ne sont pas avec vous, que vous insultez tous les jours? On entend les cabris, on entend les sardinats. Quels sont le poids mettez sur le même plateau, sur des partis qui vous soutiennent et ceux qui ne vous soutiennent pas. Vous verrez où est le peuple camerounais dont vous parlez. Alors après, vous justement permettez à Maître Moustapha Ngouana de réagir. Alors lorsqu'on entend ce débat entre le RDPC et le MRC, à la fois sur les capacités d'influence politique et la crispation de la situation politique au Cameroun, comment sortir de cette situation au moment où le gouvernement brandit aux yeux des Nations Unies qu'il respecte les principes de l'état de droit, des droits de l'homme, la liberté d'expression, et que selon lui, le Cameroun va vers une paix progressive dans les régions anglophones. Comment on sort de cette situation politique où la peinture, selon qu'on est de l'opposition ou du gouvernement, est différente? Vous savez, bon, je comprends. Vous voyez, il y a beaucoup de passion sur le plateau. Oui, M. Biliga a eu raison tout à l'heure lorsqu'il a dit, on a parlé de le jeune Belacom Gravater, j'ai un peu tiqué parce que j'estime qu'il faut quand même un minimum de modération. Donc je dois le dire, il faut de la modération lorsqu'on parle. Donc sur ce point-là, je suis d'accord avec lui, mais il n'a jamais parlé du chef de l'État. Mais ceci dit, je pense que il faut... Aujourd'hui, il y a un blocage institutionnel qui est réel. Les Camerounais, en tout cas les Camerounais qui ont soif de changement, qui sont les plus nombreux et qui parfois ne s'expriment pas véritablement parce que nous avons une capacité électorale d'environ 10 millions, mais à chaque élection, on a autour de 2 millions, 3 millions de personnes 3 millions de personnes qui participent aux élections. Donc il y a toute cette masse de personnes quasi inaudibles, cette masse silencieuse
qui ne demandent véritablement qu'à s'exprimer. Le blocage institutionnel auquel nous faisons face, lorsque on est à l'observation, on a la faiblesse de penser qu'il est aujourd'hui difficile, sinon quasi impossible, de pouvoir par la voie d'une élection de faire partir le régime. Je vous dis le fond de ma pensée. Et c'est pourquoi je regrette un peu que l'opposition ne soit pas organisée et qu'il y a toujours des mouvements de solistes et que parfois, même lorsque les mouvements de solistes sont organisés, que les autres formations de l'opposition, au lieu de soutenir ou de se taire, se retrouvent en train de tirer sur les formations qui prennent des initiatives. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une véritable mutualisation des forces. Parce que vous avez vu, dans les années 90, il y a eu l'Union pour le changement. C'est l'Union pour le changement qui a porté la candidature du chairman. Donc il ne faut pas qu'on prétende que c'était seulement le SDF. C'est le SDF était à cette époque-là, était charriait davantage de personnes qu'aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on puisse taire les égos, parce qu'en réalité, il faut qu'il y ait des concertations préalables, qu'il y ait des communiqués conjoints, que ce ne soit pas des choses faites par les uns et les autres. Parce que malheureusement, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'égoïsme dans la classe politique camerounaise. Dans la classe politique camerounaise, les gens veulent beaucoup plus de changements dans leur existence et pas le changement pour le Cameroun. Je dois le dire parce que je dois faire une analyse froide. Il faudrait que les Camerounais puissent s'asseoir, ou bien du moins les leaders d'opinion s'asseyent pour pouvoir faire le diagnostic. Qui est patent, qui est là sous nos yeux? C'est la crise anglophone, c'est les difficultés avec le code électoral, c'est les entraves aux droits et libertés, c'est la malgouvernance, c'est la difficulté à pouvoir inscrire notre pays dans la postérité, c'est la difficulté à pouvoir maintenir la paix du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut qu'on fasse le diagnostic ensemble. Lorsqu'on a fait le diagnostic ensemble maintenant, que nous proposons ensemble des thérapeutiques et qu'on impose à ceux qui gouvernent, parce qu'ils gouvernent à notre nom, on le leur impose et on fixe les délais. Et que les populations camerounaises sentent que, un peu comme en 90, nous sommes tous ensemble. Parce que j'ai le sentiment que le régime est complètement à l'agonie. C'est pourquoi il va étouffer toutes les initiatives individuelles ou individualistes qui seront prises. Et les populations auront toujours de la peine à pouvoir adhérer à un mouvement qui est fait par 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Il faudrait qu'il y ait une véritable volonté collective pour qu'on impose au RDPC de pouvoir choisir la voie du développement. Parce qu'en réalité, on a le sentiment que le RDPC a choisi d'imposer le sous-développement camerounais. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de blocages. Il n'y a pas une institution dont on peut se vanter. Il n'y a pas de situation dont nous pouvons être fiers, s'agissant de notre pays. Autrefois, on parlait des lions indomptables, mais aujourd'hui, vous voyez même qu'une Coupe d'Afrique des Nations, tel qu'on est parti, là, on risque en 2021 de même pas l'organiser. Ouais. On risque de ne pas l'organiser. Ça a été repoussé. Donc, vous comprenez, donc, il faut qu'on impose le choix de développement au RDPC. Et cela ne peut pas être fait par une formation politique. Il faut qu'on sente qu'il y ait une véritable mutualisation des forces. Et les leaders de l'opposition camerounaise, qui sont tous égoïstes pour la plupart, doivent pouvoir taire leurs égoïsmes et accepter de travailler ensemble, qu'il y ait des communiqués conjoints qui soient pris, des décisions conjointes, des décisions collégiales, pour qu'on puisse décider de l'avenir de notre pays. Parce qu'on sait également qu'il y a beaucoup de brebis galeuses. Même dans les formations politiques qui sont dites progressistes, il y a des brebis galeuses. On sait qu'il y a des personnes avec qui on ne peut pas faire. Il y a des gens qui disent qu'ils sont de l'opposition. Mais lorsqu'une élection est finie, ils sont les premiers à envoyer les CV, par exemple, au chef de l'État. Ils sont les premiers à soutenir le chef de l'État lorsqu'il y a une élection. Et après l'élection, peut-être lorsqu'ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient, ils se mettent à crier sur le plateau de télévision. Donc il faudrait qu'on puisse distinguer le bon grain des livres et qu'on puisse proposer aux Camerounais une solution qui va fédérer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est à cela qu'il faut arriver. Parce que je ne pense pas, tel que c'est organisé aujourd'hui, que par la voie des urnes, s'il n'y a pas de réformes institutionnelles profondes, que le régime que nous avons en face, qui ne peut plus rien nous proposer, va nous amener quelque part. Donc il faut qu'on ait la froideur nécessaire pour le comprendre et dire que rien ne pourra être fait sans la mutualisation effective des forces. Et le dire, ce n'est pas être un militant du MRC. Et l'avenir du Cameroun se dessine également à travers la rentrée scolaire en 2020-2021, rentrée scolaire post-Covid-19. Edmond Kangia, il y a eu
des annonces faites par le gouvernement à travers un système du mi-temps scolaire qui sera expérimenté dans certains établissements et d'autres mesures de renforcement de la sécurité sanitaire. Pour autant, des préoccupations demeurent. Quel est votre regard sur cette rentrée scolaire post-Covid-19 qui s'annonce? Mon regard est celui d'un citoyen et d'un parent d'élève inquiet. Inquiet parce que lorsque nous descendons sur le terrain, lorsque nous discutons avec les enseignants, avec d'autres parents d'élèves, lorsque nous discutons avec les responsables d'établissements publics et privés, ils sont très gênés, très embarrassés parce que presque rien n'est fait pour leur permettre, à leur niveau, d'assurer le meilleur suivi possible, la meilleure éducation possible à nos enfants. Concrètement, de quoi s'agit-il? Les enfants vont aller à l'école, mais on attendait au moins deux choses de la part du gouvernement. Et ces deux choses que je vais décliner tout à l'heure ne sont pas là ou commencent à peine à arriver, alors que la rentrée c'est lundi. Il s'agit de quoi? Il fallait recruter des enseignants, suffisamment d'enseignants pour le système de mi-temps. Parce que le nombre d'enseignants va augmenter par lycée, par collège, par établissement public ou privé. Le nombre d'enseignants va augmenter, surtout dans le public notamment. Il faut les recruter et qu'ils soient prêts à commencer à enseigner les enfants dès lundi. Et qu'ils soient pris en charge. Et c'est là le plus gros problème. Qu'ils soient pris en charge par l'État, par le gouvernement. Il n'y a aucune assurance. La plupart des responsables d'établissements publics que nous avons rencontrés sont inquiets parce qu'il n'y a aucune assurance que même le nombre d'enseignants que chaque établissement a proposé, aucune assurance qu'ils seront effectivement pris en charge s'ils viennent enseigner. Deux, le problème des infrastructures. Très peu de collèges ou de lycées ont de nouvelles salles de classe. Or, avec l'enseignement post-Covid, on aurait pu prévoir, et on le savait déjà depuis plusieurs mois, que si les enfants doivent aller à l'école, il faut qu'on augmente les salles de classe pour garantir les barrières à la distanciation sociale. Puisqu'ils ne seront plus, ils ne devraient plus être une centaine par classe. Ils doivent être au maximum 50 par classe, au maximum. Et c'est même beaucoup. Certains proposaient même un peu moins de 50, même 25, si possible, en gardant des distances pour que les enfants aient la possibilité de suivre les cours, de respirer normalement, tout en se préservant des risques. Et il y a une autre chose, ça c'est le troisième point, qui a été mis sur la table quand j'ai discuté avec certains enseignants, certains responsables. Ils disaient que c'est vrai qu'on a dit qu'il faut avoir de l'eau, du savon, mais ce n'est pas. Il y a beaucoup d'établissements scolaires où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de toilette, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'eau, pas de toilette. Comme si ça ne suffisait pas, beaucoup d'établissements sont dans les marécages. Même l'accès, y compris à Douala. D'ailleurs, Equinox, nous avons fait beaucoup de reportages où des établissements publics, des lycées, des collèges sont dans les marécages aujourd'hui à Douala, capitale économique du Cameroun. Je ne parle pas des établissements qui sont dans les zones rurales ou dans l'extrême nord ou des établissements qui n'ont même pas de toit. Ce que je voulais souligner, c'est l'aspect santé. Des dispositions n'ont pas été suffisamment prises pour sécuriser les enfants et les enseignants. En commençant par les enseignants, vous savez, nos enseignants, ils sont vieux, la plupart, très peu. On n'a pas suffisamment rajeuni le personnel dans l'enseignement, notamment à l'éducation de base et à l'enseignement primaire. On n'a pas suffisamment rajeuni. Ce qui fait qu'il faudrait que tous les enseignants aient procédé à leur test. C'est bien compris, Edmond Kanga. Pierre-Emmanuel Bignam, année scolaire post-Covid-19, une équation difficile à résoudre pour le lycée. Certains ont choisi d'augmenter les frais d'APE pour pouvoir prendre en charge le recrutement des enseignants vacataires. Les parents sont aux abois. Les mesures sanitaires ne sont pas encore implémentées la veille de la rentrée scolaire. Comment appréciez-vous les mesures prises par le gouvernement pour tenter de rassurer les parents sur cette rentrée scolaire post-Covid-19? Première chose qu'il faut savoir, c'est que il faut bien qu'il y ait une rentrée scolaire. Il faut que nos enfants rentrent à l'école. Ça, c'est non négociable. Deuxième constat fait, c'est que cette date du 5 est une journée internationale de l'enseignant. Ouais. Une fois de plus, c'est une forme de provocation du régime au corps enseignant.
qui estiment qu'ils ne sont pas considérés du tout. Alors, troisième acte, c'est que lorsqu'on regarde les préparatifs, on ne sent pas un engouement. Oui. Nous voyons, quand nous allons dans les librairies, nous ne voyons pas des parents remplir ces lieux comme par le passé pour chercher des livres de leurs enfants et les fournitures scolaires. Donc, le quatrième constat, c'est que le gouvernement a échoué dans sa capacité à protéger nos enfants contre la Covid. On a vu que tout ce qui a été annoncé comme mesure, ils ont reçu plus de 500 000 tests et dans l'univers testé ne représente même pas 10% des tests que l'État a reçus. Nous avons vu qu'ils ont annoncé que dans les établissements scolaires, ils allaient octroyer des masques aux enfants. Cela n'a pas été fait pendant les périodes préparatives aux examens. Donc, ça fait que c'est une rentrée qui est nonchalante, où l'ambiance n'est pas comme d'habitude. Ajoutez à cela des contraintes budgétaires, la paupérisation des masses qui n'ont pas assez de moyens aujourd'hui. Alors nous pensons que les mesures annoncées ne seront pas à la hauteur de cet enjeu-là. Parlant de l'APE, des frais de l'APE, je dirais que c'est une fois de plus une forme d'arnaque qui est lancée à tout azimut à l'encontre des parents. Parce que voici une occasion où, si l'État avait réussi à transférer des budgets tels que ne serait-ce que même 10% des budgets aux collectivités territoriales décentralisées, cette mission reviendrait aux mairies d'intervenir aussi pour doter cet établissement scolaire-là d'enseignants supplémentaires, ne serait-ce que même s'ils sont dans un cadre contractuel, pour soutenir l'action des mi-temps qui a été lancée. Donc une fois de plus, on est dans des sbroufs. On ne sait pas comment ça va se passer de toutes les façons. Les parents qui ont un peu vont essayer de mettre leurs enfants dans des établissements scolaires privés où l'effectif est quand même respecté. Mais nous qui n'avons pas, nos enfants vont se retrouver dans ce vrac-là et seul Dieu va les protéger, mais pas l'État du Cameroun. Après vous, Pierre-Emmanuel Bignat, Maître Joseph-Claude Biliga, il y a de nombreux éditeurs qui n'ont pas réussi à fournir des manuels scolaires alors qu'on est à la veille de la rentrée. C'est la commission en charge de l'agrément du manuel scolaire qui l'a fait savoir un impact important sur les capacités à la fois des élèves à pouvoir suivre les cours dispensés par leurs enseignants. Comment expliquer une telle situation en veille de la rentrée scolaire où plusieurs éditeurs retenus par le gouvernement n'ont pas réussi à mener leur mission à terme? Permettez-moi d'abord de remercier Maître Mbwana qui a réagi comme un citoyen responsable. Je crois que le gouvernement ne peut pas ne pas tenir compte d'un certain nombre de choses si l'opposition se réunit, par exemple au niveau des élections, au niveau du perfectionnement du système électoral. Il ne faut pas oublier qu'on est parti de l'ONEL 1, l'ONEL 2 pour arriver à l'ECAM, on peut aller plus loin. Je crois que c'est ce genre d'opposition dont on a besoin, pas celle qui va pouvoir débarquer quelqu'un qui a été élu. Je pense qu'une opposition qui va en disant nous voulons pour la modification de la Constitution, des règles de jeu, elle est mieux entendue que celle qui dit on va enlever la personne qui est là pour mettre quelqu'un d'autre. Là, c'est la première chose. La deuxième chose également, j'ai suivi ce que M. Kamga vient de dire en réponse à votre question. Il faut d'abord remercier l'Éternel, moi je préfère le dire ainsi, que nos enfants sont allés à l'école. Il y a beaucoup de pays pour lesquels les enfants ont eu une année blanche du suite de Covid-19. N'ont pas pu aller à l'école. Nous, on a pu terminer, les examens ont eu lieu, il y a eu des résultats, c'est quelque chose de positif. L'hécatombe que certains attendaient en disant oui, les enfants vont à l'école, ils vont mourir tous là-bas, on n'a pas vu l'hécatombe. Donc les enfants, je ne sais pas si on nous a indiqué qu'il y avait 10 ou 20 ou 100 personnes qui sont mortes de Covid parmi les élèves, je ne crois pas qu'on en a vu. Ça veut dire que c'est quelque chose de positif. Maintenant, vous savez tous qu'à aucun moment, depuis des années, la rentrée ne commence pas d'une manière véritablement effective, elle y va d'une manière progressive. Le 5, généralement, on va pour mettre la propriété. Nous, on l'a fait à notre époque, on le fait encore aujourd'hui, pour mettre les salles, pour pouvoir mettre la propriété. Et d'une manière les emplois du temps. Voilà, les emplois du temps, etc. Dans une semaine, dans 2 semaines, le train, la machine aura pris la vitesse de croisière, même les livres pourront être là. Ce que je demande, ce que nous pouvons demander tous ici, c'est que les maires, le paquet minimum dont on parle là, qui doit être donné, et qu'on aura encore beaucoup plus de chance avec l'implémentation, la mise en pratique
de code sur la décentralisation avec les régionales et autres, avec les conseils régionaux, qui auront un travail important au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des routes, etc. C'est là où on verra véritablement le véritable développement du Cameroun, qui va s'implémenter à travers les citoyens qui seront proches des populations et qui vont pouvoir, sur la base des moyens qu'on doit les aura mis à leur disposition, régler les problèmes au niveau régional. Et je crois que l'année prochaine, si on se retrouve ici, on verra que ça s'est amélioré. Après, vous, Joseph Klobiliga, Maître Ngwana, sur la rentrée scolaire, équation également difficile dans le nord-ouest et le sud-ouest au regard des résultats des examens officiels. Il y a eu moins de 1000 candidats pour le bac session 2020 dans le nord-ouest et le sud-ouest, du moins ceux qui ont été admis et ceux qui ont été déclarés comme candidats à ces examens-là. Comment cette rentrée scolaire va-t-elle se dérouler? En plus de la crise sanitaire, il y a une crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme les années précédentes, on imagine bien que c'est une rentrée qui sera forcément en demi-teinte, dans un environnement de terreur, comme celle qui est vécue aujourd'hui dans les régions dans un environnement terrestre, comme celui qui est vécu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc on s'imagine bien que ce sera toujours particulier, ce sera toujours particulier comme l'année précédente. Vous vous rendez compte que même Sisi Kouayouk aujourd'hui demande qu'on puisse laisser les enfants aller à l'école. Donc il faut absolument que nous puissions bénéficier d'un environnement qui permette aux enfants d'aller à l'école. C'est pourquoi il faut absolument que le gouvernement puisse mettre sur pied un véritable dialogue inclusif qui permettent une résolution définitive de la crise et les réformes institutionnelles qui sont réclamées aujourd'hui par toutes les forces vives de l'opposition. Parce que si on veut que ces enfants aillent à l'école, ce sera le passage obligé. Parce que malheureusement, il y a une espèce d'autisme des deux côtés. Donc, c'est-à-dire les sécessionnistes qui ne veulent rien entendre, le gouvernement également de son côté. À telle enseigne qu'aujourd'hui, même il y a beaucoup d'électrons libres du côté des sécessionnistes. Même lorsque le gouvernement intérimaire prend les décisions, ce n'est pas implémenté sur le terrain. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'un remède de cheval soit proposé. Donc, absolument, on doit s'asseoir autour d'une table. Et cette fois-là, avec les véritables acteurs, et non de faire du saupoudrage comme ça a été fait en septembre et octobre 2019. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kambia et Maître Joseph-Claude Biliga, d'être venus sur le plateau de Droit de Réponse. Merci également à vous, messieurs, Maître Moustapha Ngwana et Pierre-Emmanuel Bignam, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox.